Alors, la géobiologie va consister dans l'analyse du vivant à travers les champs magnétiques. Géo, la Terre, bio, la vie, logie, l'étude d'eux. Donc, toute la ligne directrice du travail va consister à observer le vivant au niveau minéral, végétal, animal, humain, du point de vue magnétique, du point de vue vibratoire. Lorsqu'on va rentrer dans la phase de diagnostic, trois domaines vont nous intéresser, les champs naturels, les champs artificiels et les champs humains, qui vont correspondre à toute l'évolution de société, qui vont correspondre à l'évolution personnelle des gens. Dans ce développement, on va avoir une approche sur trois phases, entre un contexte qui a été conditionné par le passé, le contexte qui est conditionné au jour d'aujourd'hui par le présent, et le potentiel qu'un lieu, qu'un bâtiment, qu'une société, qu'une exploitation agricole peut développer dans son futur. Donc passé, présent, futur. Sur les quelques termes génériques, on va parler dans l'aspect naturel des réseaux telluriques et cosmotelluriques, des ondes électromagnétiques et de vibrations pour la partie humaine. Sur la partie des champs naturels, cela va principalement correspondre au monde du sous-sol. Les champs magnétiques vont être catalogués dans deux parties. Les champs magnétiques telluriques et les champs magnétiques liés à la réflexion de l'eau. Lorsqu'on va faire les phases de détection, on va principalement chercher au niveau tellurique les phases dites négatives, qui vont correspondre aux incidences pathogènes sur les gens ou sur les animaux, quand on fait une prospection pour un élevage. Et généralement, dans ces phases négatives, on va devoir trouver un mieux, une solution pour améliorer le contexte. Parce que comme tout à l'heure au niveau des techniques de santé, si on vous fait un bilan en disant vous êtes à tel stade, mais il n'y a pas de solution miracle, au revoir monsieur, au revoir madame, il y a peu d'intérêt. Sur la partie naturelle, au niveau des phases, des termes, cosmotellurique. Dans le système solaire, vous allez avoir une projection de ce qu'on va appeler les vents solaires sur l'ensemble du système solaire qui sont émises par le Soleil, avec tous les corpuscules, on va dire, liés au monde invisible, électrons, neutrons, protons, les rayonnements infrarouges et ultraviolets, qui vont être naturellement pris en compte et neutralisés par le rayonnement terrestre, le rayonnement magnétique qu'on appelle la ceinture de Van Allen, qui va dévier, qui va neutraliser à 95% le rayonnement cosmique des vents solaires, qui ne sera donc pas répercuté sur la couche d'ozone et tout le système planétaire au niveau magnétique. Sur le principe des polarités, le corps terrestre va agir exactement dans son champ magnétique comme une pile, avec une polarité plus, qu'on va appeler le nord, et une polarité moins négative, qu'on va appeler le sud, qui va naturellement se développer du nord vers le sud au niveau interne de la planète, et qui va ressortir, si on peut dire, du sud vers le nord, au niveau magnétique. Ce rapport de friction, si vous prenez le schéma qui est un petit peu léger en taille, vous allez donc avoir en permanence un champ magnétique qui va protéger le système planétaire de l'ensemble des perturbations magnétiques et électromagnétiques solaires. D'où le terme champ cosmique lié au vent solaire que tous les corps terrestres, que tous les corps du système solaire ont. Et ce qui nous permet d'avoir la vie au niveau planétaire, c'est justement cette protection magnétique et électromagnétique qui va être liée à cet échange de pôles entre le nord et le sud, qui nous fait cette carapace protégeant à environ 95% les incidences
des différents rayonnements. On va voir après que c'est notamment sur les infrarouges que cette protection est importante, puisque lorsqu'on va chercher de l'eau sous un bâtiment, sous une structure quelconque, cette eau va avoir une incidence sur le passage des infrarouges. Et donc, dans le développement des gens, selon leur constitution physiologique, selon leur capacité à être équilibrés ou en phase de faiblesse, ces infrarouges auront plus ou moins d'incidence sur la santé, notamment. Le corps tellurique, le champ magnétique tellurique, lui, va être lié par l'échange entre le nord et le sud, qui va faire remonter du noyau terrestre à travers la couche de magma jusqu'à la croûte terrestre. La croûte terrestre fait à peu près 40 km d'épaisseur. Vu la proportion, c'est très faible. Et cette croûte terrestre va donc recevoir les informations à la fois du monde aérien. Pardon ? Non, je calcule. D'accord. À la fois du monde aérien lié au champ cosmique et à la fois lié au monde souterrain par rapport au champ tellurique. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ces différentes phases, à ces différents champs vibratoires. Vous allez avoir des personnes qui vont naturellement être attirées vers un lieu par rapport à un emplacement. Ce ressenti-là a été depuis très longtemps recherché par les gens, où dans le temps, comme on dit, les anciens, lorsqu'ils voulaient édifier un bâtiment, une habitation, ils laissaient le troupeau aller vaquer pendant plusieurs semaines dans une pâture, dans un champ, et lorsque le troupeau se fixait la nuit à un endroit donné, ils estimaient que c'était le lieu le plus bénéfique, le plus favorable pour se reposer, pour faire un foyer. Et donc avant qu'il y ait les PLU et toutes les normes modernes, il y avait une approche principalement liée à l'observation du vivant. À travers toutes les civilisations, vous avez eu cette recherche. En Asie et en Orient, ça s'est beaucoup développé avec le Feng Shui, avec le Qi, le Tao. Toute recherche, on va dire, de sensibilité, qu'elle soit spirituelle ou non, est souvent accompagnée par l'observation de la nature. Et dans cette observation de la nature, on va principalement observer les animaux et l'incidence sur les végétaux. Lorsque le rapport va se faire de façon harmonieuse entre le champ cosmique et le champ tellurique, vous allez avoir naturellement, à ras de sol, vous allez avoir un équilibre naturel qui va se constituer. On va parler d'un équilibre cosmo-tellurique. Lorsqu'au contraire, vous allez avoir un dérèglement dans ce rapport de force, puisque là on est au niveau magnétique, on va parler de force, entre le monde du sous-sol tellurique et le monde aérien cosmique, vous allez avoir des phases de dérèglement. Dans ces phases de dérèglement, cela a principalement une polarité négative pathogène entre le champ cosmique, les vents solaires et autres, et l'aspect tellurique. Lorsque vous avez une habitation qui va être située sur le ras de sol entre les deux rapports de force et qu'il n'y a pas de corps étrangers qui viennent perturber cet équilibre, alors principalement dans le sous-sol, vous allez avoir une maison qui va être neutre, lambda, comme tout à chacun. Si dans la constitution du sous-sol, vous allez avoir dans les 40 km de la croûte terrestre, alors réellement, de ce que moi j'en observe, c'est plus dans les 100-120 mètres de profondeur qu'on a des altérations. Si vous avez de l'eau, de l'air, du gaz, du vide par l'air qui vont être présents dans la constitution du sol, cette absence de matière dense, comme de la terre ou de la roche, toute composition confondue, va avoir une phase d'accélération par la non-résistance. D'ordinaire, le champ magnétique va être légèrement freiné quand il va remonter la croûte terrestre entre la constitution du sol liée à la densité. Si vous avez une poche d'eau ou de gaz à un moment donné, la vibration va subitement s'accélérer parce qu'elle n'a plus de frein.
Et lorsqu'elle s'accélère, elle va prendre une dynamique qui ne pourra plus être réduite de façon suffisante. Si vous êtes dans les, on va dire, 50 mètres de profondeur, vous n'aurez plus la résistance suffisante pour l'amener à un point d'équilibre au ras de sol. Quand vous allez avoir un point qui va être déséquilibré de cette façon-là, on va parler d'une zone tellurique pathogène, négative, puisqu'elle va rentrer dans une phase de remontée qui peut se déséquilibrer par rapport au ras de sol jusqu'à des 15-20 mètres de hauteur. Et c'est l'aspect qui est un peu délicat, c'est que moi j'ai déjà testé des appartements au 8e étage à Paris, dans les beaux quartiers ou dans les moins beaux. Et quand on teste les emplacements, on dit désolé madame ou monsieur, mais à cet endroit-là, il y a une veine tellurique qui passe. Donc là, généralement, les gens vous regardent gentiment avec un petit sourire en disant attendez, on est à 16 mètres ou 20 mètres du ras de sol. Vos histoires-là, c'est un peu compliqué. Pour autant, quand on fait l'approche après avec la correction et que les gens retrouvent un sommeil à peu près correct, si on prend en compte le stress du travail et du stress du quotidien, et que tout l'aspect classique se rééquilibre, quand vous avez des enfants qui ont des problèmes d'énurésie, qui ont des problèmes de terreur nocturne, qui sont un petit peu amplifiés par ces phénomènes-là magnétiques, si on enlève les facteurs un par un, si on arrive à baisser la charge, c'est la petite goutte d'eau qu'on enlève du vase, du verre, et qui ne déborde plus. Donc on arrive à retrouver un équilibre dans l'ensemble. Donc des fois, malgré l'altitude qu'on peut avoir au niveau d'un logement, on peut avoir des incidences liées au sous-sol. En sachant que la constitution donc liée au granit de la région bretonne va avoir une incidence assez forte, elle, sur les gaz qui vont être émis par la suite au niveau des failles qu'on va évoquer. Mais au niveau des grandes villes, et notamment des villes où il y a un sous-sol qui a été travaillé par des parkings, par des transports souterrains, par des lieux de stockage ou autres, vous allez avoir un ensemble de facteurs qui vont s'accumuler, amenant à des déséquilibres plus ou moins importants par rapport à des logements ou des localisations précises. Ce qu'il faut absolument éviter, dans l'idéal, c'est si à Lancieux il y avait la construction d'un métro, il faudrait éviter d'avoir son logement au-dessus. On devrait être à peu près tranquille pour l'instant. Donc lorsqu'on va avoir ce rapport de force qui va être équilibré entre le réseau cosmique et le réseau tellurique, aérien, souterrain, pas de problème. Si dans cette phase souterraine vous avez de l'air, de l'eau ou du gaz, cela crée une accélération. Le point qui est le plus gênant, ça va être la phase du passage d'eau. L'eau en tant que telle est positive, bénéfique pour le vivant, on a tous besoin d'eau, l'eau est neutre en soi. Il va y avoir deux aspects par rapport au problème de l'eau. Le premier problème de l'eau, c'est que le frottement de l'eau sur les parois des cavités souterraines va entraîner un petit champ électrique, infime, mais qui va permettre dans l'étendue d'une poche, ça va permettre la diffusion des remontées magnétiques de façon accélérée. L'eau va amplifier le phénomène magnétique. L'eau est conductrice au niveau électrique, elle est conductrice également au niveau électromagnétique et au niveau de l'électricité statique. Donc quand vous allez avoir des remontées avec un débit d'eau qui est important, plus le frottement, la friction entre le passage d'eau et la paroi des cavités va amener une ionisation qui va accentuer le phénomène de pollution et par la suite de dérégulation. Si vous avez sous la maison une veine qui est importante avec un passage d'eau qui peut faire des fois 20 cm de large, comme ça peut faire 3 mètres au niveau du lit, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on va parler d'un passage d'eau, c'est jamais un passage d'eau comme sur les plans avec une ligne fine qui a été tracée à la règle et qu'on pourrait représenter facilement. Lorsque vous allez avoir un passage d'eau sur le sol, vous pouvez très bien avoir votre ras de sol de surface, votre veine d'eau qui a un premier blocage naturel qui fait un coude, qui fait un deuxième coude, et qui va remonter avec une source, ou qui va pouvoir capter avec un forage, facilement. La difficulté, ça va être de savoir si à un moment donné on est sur une phase de poche, si on est sur un effet de restriction, ou à nouveau avec une phase de poche.
quand on va faire les sondages au niveau des baguettes, des tests pour savoir à quelle zone on va pouvoir détecter de l'eau, il va falloir déterminer le volume d'eau nécessaire. Si vous êtes dans une activité agricole, vous allez peut-être avoir besoin de 9-10 mètres cubes heure avec une stabilité selon les saisons pour ne pas avoir de sécheresse pendant les périodes de beau temps. Même si en Bretagne ça peut être critiqué de temps en temps, c'est que une mauvaise langue. Vous allez avoir une phase où en fait vous allez devoir sonder un premier passage, vous allez dire à 4 mètres de profondeur il y a un passage d'eau, mais si vous voulez un débit nécessaire, il faudra peut-être descendre à 12 mètres ou 15 mètres pour taper dans une veine, pour aller descendre, accéder à une veine qui sera elle stable et qui ne sera pas asséchée quand il y aura une phase d'hydrométrie plus faible. Lorsqu'on va chercher ces phénomènes-là, le réseau tellurique, pour revenir à cette histoire qui va passer, va avoir des phases successives d'accélération, potentiellement. Vous allez avoir une première phase à chaque traversée, et si vous avez une maison qui va être située à cet endroit-là, avec une dépendance ou autre, et que vous avez un lit qui va être à cet endroit-là, vous avez potentiellement le risque d'avoir une zone agressive pour l'équilibre du vivant. Est-ce que tu veux dire que plus elle traverse de cours d'eau, il y a une phase de résonance qui accélère. Plus la zone est forte. Oui. Elle s'accélère en plus. Oui. Donc c'est là où en fait ça va être délicat, c'est qu'on va des fois travailler avec des faisceaux croisés, c'est-à-dire que vous allez avoir un passage d'eau par rapport à une nappe en profondeur qui va être peut-être à 80 mètres, en eau profonde. Puis vous allez avoir un passage d'eau, on va dire de pluie, qui va ruisseler dans le temps, qui aura créé un passage d'eau sous un terrain qui va faire ce qu'on va appeler une faille humide au niveau tellurique. Puisque là, si vous avez eu le ruissellement, si on le prend à l'envers, le schéma, vous avez un ruissellement, vous pouvez très bien avoir, à un moment donné, l'eau qui s'est déversée sur un terrain et qui a fait une phase de cavité, avec le ruissellement de l'eau naturelle à travers les minerais qui a creusé dans la sol. Puis, à un moment donné, ça a pu se reboucher avec le mouvement tectonique des plaques, ça a pu travailler au niveau de la Terre, donc il y a eu un effet de poche qui s'est accumulé. L'eau à l'intérieur va très bien pouvoir garder le lit, la présence de l'eau naturelle qui va s'écouler ou qui va stagner. Et si pour une raison ou pour une autre, vous avez une construction qui se fait au-dessus, vous allez avoir ce qu'on appelle les rayons gamma liés à la radioactivité naturelle qui vont rentrer en incidence. C'est-à-dire que ce réseau tellurique-là a comme incidence ce qu'on va appeler le gaz, le radon 222, qui est un gaz chimique de basse fréquence, qui va stagner dans un bâtiment lorsqu'il y a la présence, et qui va en fait avoir une phase au niveau du gaz qui va s'échapper par le conduit historique du passage d'eau. On appelle ça une faille humide, parce que c'est la présence de l'eau qui l'a creusée dans le temps. Les failles sèches qui sont uniquement liées au mouvement de plaques dans nos régions sont assez rares. Mais dans ce rayonnement-là, vous allez donc avoir ce qu'on va appeler la présence du radon qui est conjointement lié avec la présence des rayons gamma venant du sous-sol. Alors on en a un petit peu plus dans nos régions avec le granit notamment, puisqu'on est sur un ancien massif, mais sur l'ensemble du territoire français, ça reste quand même assez léger. Il y a des détecteurs de radon qui fonctionnent très bien. La meilleure solution qu'on a à ça, c'est d'ouvrir régulièrement les fenêtres et d'aérer, de renouveler l'air dans un bâtiment. Là où on va avoir des problèmes avec ce genre d'éléments, c'est sur les maisons récentes, dites étanches, les maisons passives, puisqu'elles sont faites pour être inertes au niveau du passage d'air, mais cette inertie-là va faire un recyclage de ces gaz, de ces champs magnétiques, si on peut dire, lorsque l'air s'est chargé, lorsque l'air s'est ionisé avec les ions positifs qui sont néfastes pour le vivant, et les ions négatifs qui sont bénéfiques pour le vivant, vont s'appauvrir avec notamment les VMC double flux, qui vont casser les molécules d'air, qui vont les filtrer, mais qui ne les redynamisent pas derrière.
Donc c'est comme pour l'eau, si vous avez une eau qui a été filtrée, c'est bien. Si vous avez une eau qui a été filtrée par charbon ou par un aspect chimique, c'est une chose. Si vous avez une conduite d'eau qui est filtrée par UV, l'eau qui va ressortir derrière est chimiquement pure, mais vibratoirement, elle est morte. Donc il y a toujours des contreparties. Lorsqu'on va avoir des bâtiments modernes qui ont des étanchéités performantes, qui ont des inerties thermiques très fortes, donc il y a besoin de peu de sources de chaleur pour les modifier, pour faire évoluer, on a une statistique plus importante d'avoir des problèmes liés à ces gaz. Ça, c'est une chose. Là où ça va être potentiellement aussi gênant, c'est quand on va être sur des bâtiments qui ont eu des fouilles, qui ont eu des fondations qui sont un peu défaillantes, où en fait l'étanchéité n'étant pas, à l'inverse, on a le problème de porosité, et l'étanchéité n'étant pas performante, on peut avoir des passages de gaz, de radon, et ça peut amener les mêmes pathologies. Qu'on soit trop étanche ou pas assez étanche, on a les mêmes conséquences. Par rapport sur les maisons neuves, souvent il y a des vides sanitaires, est-ce que ça influe? Ouais. Donc si vous avez une étanchéité qui a été faite parfaitement, l'aspect du gaz, le radon, va être un petit peu moins ressenti. La présence va se faire si la VMC gère mal le recyclage des flux d'air et si c'est par dynamisé d'air. Maintenant, les nouveaux modèles de VMC retraitent, ils prennent ça en compte au niveau des ionisateurs et ils commencent à retraiter un petit peu les polarités des molécules d'air. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions? Tout ça se corrige. On va voir après. Mais il y a toujours des études qui sont faites au niveau du terrain avant toute construction. Oui. En théorie. En théorie, oui. Pas toujours. Ouais. Moi, je suis intervenu il y a Les maisons de particuliers, 3 les semaines. gros bâtiments industriels Alors ça, ils le font. ou des villes. Ils le font pour l'aspect toxique au niveau des sols. Si c'est des sites Céveso, enfin sur des sites qui ont eu une exposition aux produits chimiques, ils ont l'obligation d'avoir la validation pour avoir leurs agréments pour passer derrière. Ils sont obligés d'avoir les obligations. Pour les maisons de particuliers, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est selon la bonne volonté des clients, parce que les constructeurs, les archis, c'est pas leur première préoccupation. Moi, j'ai des géomètres experts qui me demandent si j'interviens sur ce genre de problématique, parce que leurs clients demandent, mais ils n'ont pas de réponse. Donc ça évolue au fur et à mesure. On va voir après sur les études de projet, études de plan ou études de terrain nu, sur des projets de construction, qu'on peut faire un diagnostic, une analyse en préventif pour déterminer, des fois à 50 cm près, une partie qui peut être un petit peu plus favorable ou un petit peu moins défavorable sur des études de cas qu'on peut évoquer après. Donc ça, c'est un problème qui est assez problématique parce que sur le passage d'eau, au niveau du sous-sol dans les ondes naturelles, moi je suis toujours dans ma première phase des ondes naturelles, l'amplification de ces rayons, de ces champs magnétiques telluriques et notamment des rayons gamma et tout ça va jouer sur les infrarouges. Le passage avec l'eau amplifie ces problèmes d'infrarouge. Et quand on a un échange entre les rayonnements solaires infrarouges qui sont de plus en plus forts, puisque la couche d'ozone se dégrade, les UV passent plus également au niveau terrestre, ça c'est un problème, on va dire, relativement connu. Mais l'incidence, c'est que ça génère une résonance dans le sol, au niveau des champs magnétiques, qui va amplifier ces problématiques d'infrarouge. Et si vous avez une maison ou un bâtiment ou une école ou je ne sais pas, on s'en moque, vous avez un bâtiment ou une personne qui va passer beaucoup de temps sur un lieu où il y a beaucoup d'eau dans le sol, potentiellement il s'expose à un petit peu plus d'infrarouge que l'ensemble, que les autres. Alors ces incidences-là, elles vont se voir, elles vont se ressentir selon la sensibilité de chacun. Parce que vous avez des personnes qui naturellement, quand ils vont rentrer dans un lieu, dans une forêt, sur une plage, vous allez des fois avoir des phases comme des hauts de cœur. En fait, enfin pas les hauts de cœur, c'est un peu violent, mais des phases un peu de dissonance dans son ressenti. Et en fait, ça vient soit parce qu'on passe au-dessus d'une veine d'eau
Et du coup, la partie du champ magnétique tellurique va faire comme un mur qu'on va taper dedans. Au niveau tellurique, vous allez avoir la même problématique pour les personnes qui sont notamment avec des problèmes de fer au niveau immunitaire, parce que ça a une incidence électrique sur la constitution physiologique des gens, des personnes et des animaux, et ça peut avoir certaines conséquences sur l'aspect ferreux, au niveau des rapports entre l'électricité et la conduction des gens. Voilà, ça c'est une chose. Mais des fois, il faut, selon les gens, il faut 9, 10 ans, 20 ans pour ressentir la problématique. Voilà, donc là on est sur la partie naturelle tellurique. Sur le deuxième champ de recherche qu'on va principalement avoir, ça va correspondre aux ondes artificielles qui vont être principalement liées au monde électrique et électromagnétique de la société moderne. Depuis 150 ans, vous avez le développement des ondes radio qui se fait de façon exponentielle selon les découvertes. Vous avez depuis les années 1880-90 le développement avec l'électricité continue, l'électricité alternative, le courant continu, le courant alternatif, qui a mis une densité, qui a mis une tension vibratoire au niveau planétaire. Alors ce courant alternatif va avoir principalement une incidence sur le réseau tellurique. Quand vous avez des lignes à haute tension, des lignes à très haute tension qui vont passer sur une pièce de terre, enfin sur un champ ou sur une pâture, de temps en temps, on va observer dans la nature des petits décrochages au niveau végétal dans la pousse des végétaux. Alors soit c'est lié à un problème physique, on va dire classique, parce qu'il y a un mauvais apport au niveau des nutriments dans le sol, parce qu'il y a eu des produits qui sont liés à l'entretien ou autre, soit on peut imaginer que c'est lié au monde du sous-sol, lié à l'emplacement géographique. Dans ces emplacements géographiques, vous allez avoir des réseaux qui sont principalement liés à une structure géométrique. Dans ces réseaux géométriques, vous allez avoir deux réseaux principalement connus dans les recherches, qu'on va appeler le réseau Hartmann et le réseau Curie. Alors je place ces réseaux-là au niveau de l'électricité parce que ces champs magnétiques-là sont principalement liés à des vibrations d'électricité, liées au sous-sol. Si vous avez une polarité, on va dire terrestre simple, entre le nord et le sud, ce qu'on appelle le réseau Hartmann est un réseau magnétique avec une base électrique qui a été découvert par le professeur Hartmann, qui était un Autrichien, qui au début de siècle, pendant son internat de médecine, a mis en évidence qu'il y avait statistiquement plus de chances pour les patients de survivre à un emplacement de lit plutôt qu'à un autre. Et il a remarqué qu'il y avait des endroits qui étaient propices aux vivants ou propices à la mort. Il s'est intéressé à l'aspect géographique, à la localisation des choses, et il a mis en évidence qu'il y avait un réseau qui porte son nom maintenant, qui fait un anthrax entre la polarité ouest et est de 2,50 m et entre le nord et le sud de 2 mètres. C'est un réseau présent partout sur l'ensemble terrestre qu'on peut balayer selon la volonté de chacun, qu'on peut faire en test, qui va permettre en fait de développer une cartographie d'un bâtiment, d'une pièce de culture pour les maraîchers, pour les grandes cultures, ce genre de choses. Le réseau Hartmann est naturellement positif. L'incidence qu'il va y avoir, qu'on va pouvoir qualifier de négative et de pathogène, va se situer dans l'anthrax, dans les points de conjonction entre le réseau nord-sud et le réseau ouest-est. Puisque souvent, c'est un point qui va être conjugué au deuxième réseau qui a été mis en évidence par un autre monsieur, le réseau Curie, qui lui va être à un angle à 45 degrés 45 degrés entre les points de conjonction et qui a un écartement variable entre 3,50 m et 8 mètres selon les régions et qui va également entrer en incidence électrique avec le sous-sol.
Ce réseau Curie-là est le plus mauvais, si on peut dire, parce qu'il a une phase qui est très proche au niveau des organes vitaux. Dans la phase électrique, c'est une fréquence qui est très proche des organes vitaux, donc il va avoir une incidence beaucoup plus marquée pour les personnes. Quand on va se focaliser sur la recherche, la cartographie d'une maison par exemple, si vous avez un lit qui va être situé, un lit, un bureau, un canapé, je ne sais pas, voilà, un exemple tout bête. Si vous avez un lit avec, on va faire les choses bien comme il faut, avec les têtes de lit au sud, vous allez avoir potentiellement une zone qui sera fragilisée pour l'équilibre des personnes dans leur sommeil. En sachant qu'un dormeur moyen dort un tiers de sa vie, 8 heures par jour, qui va être principalement exposé la nuit, puisque dans son sommeil, il aura des phases inconscientes où le corps va se réinitialiser par rapport aux émotions vécues, par rapport au stress chimique qu'il aura vécu. Et s'il n'a pas un environnement, on va dire, stable et serein, il y a potentiellement des déséquilibres qui seront plus marqués pour lui dans son ressenti. Ça peut s'entraîner par des problèmes physiques directs, comme ayant des crampes, comme ayant des problèmes d'épaule, des raideurs articulaires. Donc on dit souvent que c'est de l'arthrose. Mais moi qui n'ai pas beaucoup d'arthrose, ça m'embêterait quand même d'avoir ça. Et dans ces phénomènes-là, vous avez souvent une conjonction entre une partie géographique, donc qui va être liée, on va dire, si on coupe en millefeuille, qui va être liée à une tranche à la surface, et une partie liée au sous-sol. Si dans votre recherche, vous allez avoir une conjugaison avec un passage d'eau qui va varier selon l'incidence, vous allez potentiellement pouvoir dire, vous avez à tel endroit à peu près au niveau du plexus, au niveau du diaphragme, selon la hauteur dans laquelle on dort dans le lit, vous allez avoir, est-ce que, moi je pose souvent la question aux gens en fait, pour être plus concret, est-ce que vous avez, donc je balaye soit au pendule, soit avec mes baguettes, je balaye sur le lit, donc si là on est sur un lit classique, et si j'ai une marque, si j'ai mon outil de lecture qui marque, je pose la question, est-ce que vous avez au niveau physique un problème à tel endroit ou une fragilité à tel endroit? Dans 85-90% des cas, les gens me disent oui j'ai ça, ou j'ai ça, j'ai ça. Alors dans 10% il n'y a rien, tant mieux, mais on a quand même souvent une cohérence, une correspondance entre le ressenti des gens. Alors ce que je dis là, il faut avoir vécu quelques temps sur cet emplacement-là. Si vous êtes dans un camping ou dans une chambre d'hôte et que vous passez une nuit, vous n'allez rien forcément sentir. À moins d'être très sensible, à ce moment-là, je vous dis bonne chance. Parce que si vous avez une réactivité aussi forte, ça ne va pas être facile au quotidien. Dans ce phénomène-là, il va falloir après jumeler soit l'incidence, l'aspect de conduction d'incidence entre un passage d'eau potentiel et une défaillance magnétique. Si vous avez une accumulation des faisceaux entre un passage d'eau, le réseau Curie, le réseau Hartmann, on est typiquement dans un contexte où un géobiologue classique va vous dire je ne peux rien pour vous, à part déménager, ça je ne l'ai jamais dit, ou bien de déplacer le lit. Voilà. Moi c'est une approche que je trouve un peu simpliste, parce qu'on déplace le problème, mais fondamentalement on ne le règle pas. C'est comme un praticien de santé qui va faire un bilan, mais qui n'aura pas d'amélioration possible à développer pour la personne. Au niveau magnétique, on arrive à trouver des solutions. Alors, toutes les solutions qu'on va essayer de rechercher seront toujours avec une éthique. On ne peut rechercher une solution que si elle va dans un sens du mieux-être, dans un sens du bien de l'ensemble, dans un sens d'équilibre. Donc, lorsqu'on va parler d'une correction magnétique, on va toujours rechercher à retrouver un équilibre, soit en amenant un plus qui va redynamiser une carence, soit en cherchant un moins qui va fragiliser un excédent, qui va chercher à l'affaiblir, pour retrouver l'équilibre naturel. Donc là, vous avez principalement des gens qui vont avoir des problèmes physiques, mais qui ne sont pas forcément liés, ces problèmes-là ne sont pas forcément liés aux incidences du sous-sol. Moi, je ne pourrais jamais dire à une personne, vos problèmes de santé sont liés à votre maison.
Par principe, je ne le dirai jamais, parce qu'il y a énormément de facteurs personnels, psychiques, de société, de stress, du quotidien, du travail, pour expliquer la chose. C'est toujours une accumulation d'ensemble. Par contre, si 5% des problématiques sont liées à l'environnement, ou sont amplifiées par l'environnement, si on arrive à compenser et à neutraliser ces pathologies-là, on aide l'ensemble à se rééquilibrer. Et souvent, les personnes fonctionnent par phase de transfert. Dans les cas extrêmes, c'est « je suis agressé, je deviens agressif ». Donc ces phases de transfert-là, on va ramener un équilibre, on va les dissoudre, on va arriver à ne plus être dans ces contextes de rapport de force. On va être dans des rapports d'énergie. Vibration, énergie, c'est la même chose. C'est juste une approche plus ou moins scientifique, plus ou moins subtile qu'on va donner aux choses. Et comme on ne se connaît pas, je vais rester sur une approche concrète, simple, facile. Est-ce que par rapport à ces phases telluriques, ces phases de sous-sol, d'électricité naturelle, vous avez des questions? Oui, en fait, c'est juste dans le résultat, mais il y a peut-être en parler après. Comment vous mettez plus de positif ou plus de Ouais, négatif? ça j'y viens après. Dans les corrections. Et du coup, la prise de terre en fonction des maisons joue sur cette... Alors, sur l'aspect, la deuxième partie des ondes artificielles électriques, vous allez avoir principalement les ondes électro, donc le téléphone portable, le GSM pour les Belges, le Natel pour les Suisses. C'est toujours folklorique. Et pour la Wi-Fi, les compteurs Linky qui sont médiatiquement exposés, qui ne sont pas forcément plus mauvais que d'autres si l'infrastructure électrique, la mise à la terre notamment du bâtiment est bien faite. Un Linky pour moi n'est pas plus nocif qu'un mauvais compteur électrique avec une mauvaise terre. Toujours une question de principe et d'observation. Il faut toujours faire la part des choses entre un facteur on va dire bienveillant mais qui est mal réalisé, qui va avoir des effets nocifs terribles, qu'un facteur qu'on polarise avec des croyances, pour revenir sur tout à l'heure, qu'on va incriminer alors que ce n'est peut-être pas la réalité des choses. Il faut être raisonnable. Si votre maison a été bien installée au niveau des électriciens, qu'ils ont fait leur boulot un petit peu plus que les normes, parce que les normes au niveau des impédances, au niveau des résidus dans les charges, sont quand même raisonnables en France, au niveau des normes européennes, elles pourraient être bien améliorées pour avoir un résultat impeccable. Mais demander à un électricien de vous faire passer la tresse, de la mise à la terre, de vous la faire sortir de la maison, de vous l'amener à 5-6 mètres du bâtiment si vous avez le terrain pour, souvent il vous regarde gentiment et il s'en va boire son café pendant que vous allez trouver un autre électricien. Donc il faut s'armer de patience. Bien souvent, moi, dans les installations que je vois, les mises à la terre, elles sont conduites en dessous des compteurs dans les garages, dans les locaux techniques, pardon, et ils vont être directement, au mieux, passés dans la chape, avec toute la ferraille de la dalle, et au pire, ça va juste descendre à 1 mètre dans le vide sanitaire, et ça n'aura... Alors au niveau des normes, sur les boîtiers, les testeurs, ils sont juste à fleur de la norme, donc ça passe. Quand vous faites les tests au niveau d'une Wi-Fi, au niveau d'une cage de Faraday qui aura du coup été mal faite, vous allez avoir des résultats désastreux puisque ça va vous faire des phases flipper avec des courants vagabonds, des ondes électriques et électrostatiques qui vont résonner, qui vont vibrer dans l'ensemble du bâtiment. Ce qu'on voit principalement dans les bâtiments pro, dans les locaux commerciaux, dans les zones commerciales ou bien dans les bâtiments agricoles qui sont souvent vétustes et qui ont des installations déplorables. Donc les ondes, les flux vagabonds, ça va principalement être fait par les néons et par les LED. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup des LED au niveau des économies d'énergie, au niveau des émissions électromagnétiques, une LED est une catastrophe. Ouais. Il vaut mieux un filament à incandescence à l'ancienne, mais qui aura une vibration au niveau des fréquences électriques plus faible en incidence. Les LED ont toutes leurs qualités au niveau pratique, j'en conviens, mais vous mettez des LED sur un hyper électrosensible, il va jongler pendant toute sa journée. Voilà, ça c'est une chose. Mais si vous avez installé des LED chez vous, c'est très bien, hein, je ne vous demande pas de tout démonter. Dans ce phénomène-là, vous allez aussi avoir les problèmes donc, de cage de Faraday. Ce qu'il faut savoir, c'est que principalement dans nos régions, les gens ont des maisons
quand on est dans les villes où il y a beaucoup d'appartements, avec une promiscuité importante entre les logements, vous allez avoir des phases de résonance plus importantes également au niveau des ondes électromagnétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous essayez de bien faire chez vous, ou dans votre journée, vous allumez la Wi-Fi que quand il faut, vous n'avez pas de micro-ondes, vous avez une plaque vitrocéramique et pas une plaque à induction, parce que les plaques à induction sont des plaques avec des fréquences semblables aux micro-ondes. À ce moment-là, vous avez fait bien chez vous, mais votre voisin qui est gentil, qui a mis un onduleur et qui a mis un amplificateur de Wi-Fi parce qu'il ne capte pas bien chez lui, ça n'a aucune cohérence. Donc quand vous êtes dans une habitation individuelle, on arrive à peu près à gérer. Quand on est dans des logements collectifs, c'est plus délicat, puisqu'on a l'incidence du voisinage. Cela peut être compensé. La compensation va être délicate dans l'approche, puisqu'il faut laisser passer l'onde physique, sinon elle ne fait plus son travail, on n'a plus le confort d'usage et d'utilisation qu'on en souhaite, et il faut réussir à neutraliser l'incidence de ces ondes électromagnétiques sur le corps électromagnétique de la personne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, notre corps est étanche aux ondes électromagnétiques à partir de 14 ans. Chimiquement, notre corps électromagnétique va être cohérent au niveau du cerveau, notamment pour les enfants à partir de 14 ans. Donc si on peut donner un conseil de bon sens, sans avoir de croyance, sans avoir de dogme, sans rien du tout, juste du bon sens, c'est d'éviter d'être exposé aux ondes électromagnétiques de façon trop importante jusqu'aux 14 ans. Après, on essaye de gérer avec la volonté de chacun. Dans ces phénomènes-là, lorsque vous allez avoir une accumulation entre la Wi-Fi, un réseau électrique de mauvaise qualité, qui va avoir une résonance forte avec des effets flippers ou saccaderie dans tous les sens, soit vous allez appliquer donc une correction physique avec des peintures. Maintenant, ils font des peintures avec du graphite, je crois, dedans, qui vient du Québec. Enfin, ils sont au Canada et au Québec, ils sont plus en avance sur nous là-dessus, dans l'approche. Mais du coup, ça fait vraiment une étanchéité physique aux ondes électromagnétiques. Donc, il n'y a plus rien qui passe. C'est un bunker. Si c'est bien fait. Par contre, ça coûte une fortune. Ça, c'est une chose. Mais si vous laissez une bande d'1 mètre non peinte, et si vous avez un passage au niveau de ces ondes-là, ça va passer à l'intérieur de votre logement et ça résonne dans votre logement. Donc là, ça ne peut pas s'échapper. Donc si on le fait bien, à fond. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous avez un ami qui vient avec un téléphone portable chez vous et qui dit « tiens, je ne capte pas », ou si vous avez voilà, du matériel par des amis ou autres, ou de la famille, des fois on a des incidences involontaires et qu'on ne contrôle pas. Voilà, donc le but, dans notre approche, ça va être de non pas neutraliser l'onde physique, puisque physiquement on ne peut pas le faire, mais on peut essayer de neutraliser l'incidence de ces ondes sur le corps de la personne. Et donc à ce moment-là, on arrive à avoir de très bons résultats où les gens en fait n'ont plus la nocivité, où ça va être neutralisé, on va dire à 80%, ça va être neutralisé, ça va entraîner normalement une amélioration au niveau du sommeil, si ça en était la cause. Moi j'ai été appelé il y a 2 ans par une dame dans les beaux quartiers, elle était sur les grands étages haussmanniens, mais elle était en limite de fêtage où en fait il y avait, en face du boulevard, vous aviez les grandes antennes 3G, téléphone et tout ce que vous voulez. Et elle s'étonnait que depuis 3 ans, elle n'arrivait plus à dormir. Donc elle était dans les assurances, quelqu'un quand même carré, dans les cadres en assurance. Donc il ne fallait pas raconter n'importe quoi. Et son problème, c'était les insomnies. Elle avait une maison de campagne où elle dormait comme un bébé, c'était vraiment localisé à son appartement. Donc on a fait la correction. Et au bout de 2 mois, elle a retrouvé des nuits avec des phases de sommeil de 5 heures sans s'interrompre, ce qui était pour elle une révolution. Et au bout de 6 mois, elle redormait à nouveau 7 heures, puisque 7 heures c'est son cycle naturel et qu'elle n'avait pas besoin de plus. Donc on arrive petit à petit à retrouver une vie normale. Tout ce que j'évoque là, que ce soit dans les phases pathogènes ou dans les phases de correction, c'est toujours pour retrouver un équilibre, comme je l'ai évoqué. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pas Monsieur Catastrophe. Je suis pas non plus magicien. Je suis pas là pour vous vendre la poudre à perlimpinpin, comme certains disent maintenant. Mais c'est uniquement pour retrouver un contexte normal. Quand on a un petit doute ou qu'on se pose des questions, je ne dis pas qu'on a une réponse, je dis juste qu'on a une observation, une orientation qui peut amener des améliorations. Donc c'est toujours dans l'aspect réaliste des choses.
C'est un domaine aussi où, comme ce n'est pas du palpable directement, c'est de l'invisible, beaucoup de personnes vont mettre ça comme étant la cause ou le bouc émissaire de beaucoup de leurs problèmes. Et à ce moment-là, il arrive de dire aux gens, je suis désolé, je ne peux rien pour vous, votre maison en tant que telle, elle est équilibrée, enfin, elle est naturellement correcte, on peut améliorer les choses, mais ce n'est pas la source de vos problèmes. Donc souvent les gens font la tête parce que ça remet en cause tous leurs protocoles qu'ils ont mis jusque-là pour se protéger, et on fait tomber une croyance. Donc il faut faire attention, dans les deux sens. Voilà. Au niveau des ondes électromagnétiques, on peut faire des testings en kinésiologie appliquée, en équé, en différentes pratiques. Où en fait, vous prenez donc, je ne sais pas si les gens connaissent ces testings. Personne ne me le dit, donc je passe à côté comme ça, tout va bien. Donc en gros, c'est dans les techniques de soins que les kinés, ostéopathes, chiropracteurs peuvent utiliser. Et ça permet en fait de tester des réflexes musculaires par rapport à des problèmes physiques d'équilibre. Donc on peut faire des testings soit par rapport au physique, soit par rapport à des émotions. C'est un protocole. Donc il y a des protocoles qui existent de ce type au niveau des ondes électromagnétiques. Si vous prenez une personne qui va demander un testing pour tester, logique, tomber. Lorsque la personne va faire son effort musculaire de résistance, vous lui dites à la personne, bah, tiens ta main droite, détendue, vous faites une pression juste, mécaniquement, s'il n'y a pas de déséquilibre, le bras sera fort, puisqu'il n'y a pas d'interférence. Si vous mettez votre téléphone portable au niveau du ventre, au niveau du diaphragme notamment, vous dites de refaire la même chose, le même protocole, et dans 80% des cas, pour rester gentil, les muscles s'affaissent, parce qu'on est en faiblesse. Et donc même des gaillards plus costauds que moi qui font du rugby, tous les sports que vous voulez, n'ont pas plus de résistance que vous et moi. Donc c'est pas lié à la force physique, c'est pas lié à la volonté, c'est lié à une résonance physique magnétique. Lorsqu'on met la correction dessus, si on a bien fait son travail et qu'on ne s'est pas planté, normalement il n'y a plus ces phases de faiblesse et le testing est neutre. Voilà. En étant très succinct là-dessus. Des questions ? Donc ça, c'est normalement ce qui est représenté avec Curie. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'eau, quand vous avez des veines qui ont été naturellement faites par l'écoulement des eaux. Ces rayons gamma qui vont remonter, en fait, vont être soit avec une phase droite ou une phase oblique. Ce qui va être délicat, en fait, c'est que des fois, quand on va faire les tests, vous allez avoir au niveau du rayonnement de surface un décalage de quelques degrés ou de 45 degrés par rapport à un test quand vous faites dans le sous-sol. C'est-à-dire que si vous faites votre test ici, vous allez dire, ben moi j'ai un ressenti, ça marque là au niveau des outils, ça marque ici. Par contre, quand je teste dans le sol à 0 degré ou à 90, ou à 180, pardon, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de cohérence. Et en fait, quand on continue de prospecter dans le champ de recherche, dans la zone de recherche, vous allez avoir une première résonance qui va se marquer à 180 degrés par rapport au premier point d'émission de l'eau. Ça résonne. Vous allez avancer. Si vous avez par exemple 3 mètres entre le point A et le point B, on peut penser, je vais dire vous savez, mais on peut penser que votre lit au niveau de l'eau va correspondre à 3 mètres. Si après on veut connaître la profondeur, il y a un test qui peut se faire, un test à 45 degrés. C'est-à-dire que quand vous allez faire une première incidence par Pythagore, au niveau des lois, si vous testez là et que vous avez, donc aux baguettes ou au pendule ou même à la main pour les sensibles, quand vous allez avoir un premier écho ici par exemple, on va partir du principe que vous avez une courbe, enfin une ligne à 45 degrés. Vous avancez, si vous avez par exemple 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, et que vous avez une deuxième résonance là, vous êtes à 90 degrés. Et donc vous savez que votre angle à 45, 45 et 90, si vous avez 8 mètres côté A, vous allez également avoir 8 mètres côté B, et donc vous avez 8 mètres de profondeur. Ça permet après de déterminer la profondeur. Des trucs basiques. Donc là on a les incidences qui peuvent se révéler aussi. Lorsque vous avez la veine qui a été faite avec un petit peu d'oblique, le rayonnement va se faire toujours dans un axe droit. Enfin, principalement dans un axe droit. Donc vous allez des fois avoir, dans des passages d'arbres, un arbre au centre qui va être crevé.
ou qui est en phase de mort. Vous allez avoir un arbre qui va tendre, qui va se pousser naturellement, qui va se courber, et un autre qui va être impulsé en incidence, qui va se courber à l'opposé, comme un col. Et en fait, ça va correspondre à l'incidence au niveau du passage d'eau. Donc ça peut être une façon de détecter aussi l'observation. C'est une observation. Ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. Donc après, on peut compléter avec d'autres tests. Donc vous savez par exemple que votre passage d'eau, il va commencer à 180 degrés en droit à ce niveau-là, et il va se terminer à ce niveau-là. Donc par rapport à l'axe, vous allez avoir ce genre d'incidence. Alors le rayonnement tellurique et cosmique, on parle souvent des échanges. Au niveau végétal, ça va correspondre à l'aspect aérien au niveau des branches et feuillages. Au niveau du sous-sol, ça va correspondre aux racines et toute la mycochondrie. C'est l'échange au niveau des champignons qui va permettre le passage entre la partie tellurique et la partie végétale. Au niveau humain, c'est l'être humain. On est une antenne, il paraît. Donc ça peut expliquer certaines personnes qui ont des phases de fatigue chronique parce qu'elles n'arrivent pas à se remettre à la terre. Certains pourraient essayer de marcher dans l'herbe le matin à la rosée, pieds nus, pour faire un point de conduction, pour retrouver une terre, une mise à la terre. Alors, ça c'est un aspect physique, et après il y a toute la symbolique, la partie au sud d'analyse qu'on abordera là. Sur la partie des végétaux, voilà. Lorsque vous allez avoir des endroits avec des zones telluriques qui sont désagrégées, qui sont en phase négative, vous pouvez avoir des incidences sur les arbres qui vont se mettre à vriller. Vous avez des fois des arbres qui se tordent, qui vont se courber. Il y a deux possibilités. On voit beaucoup ça sur les arbres qui ont été replantés. Naturellement, quand la graine va être semée ou quand elle va rentrer en phase de développement, elle va se calibrer par rapport au réseau magnétique terrestre. C'est-à-dire qu'elle va mettre sa polarité nord dans sa phase, dans son inscription cellulaire nord, si on peut dire. Elle est orientée au nord. Si vous déplantez, si vous sortez, vous mettez en pot, vous replantez et que vous ne mettez pas l'alignement entre la phase nord de la plante ou de l'arbre et le nord magnétique, vous allez avoir un désaxe qui va être négatif ou positif, et la plante naturellement va chercher à retrouver son orientation de germe quand elle a été semée, quand elle s'est activée dans son processus de semis. Et des fois, vous avez des arbres qui vont tourner à 40, 27, 90 degrés. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être juste parce que magnétiquement, la plante cherche à retrouver son équilibre d'origine. Ça peut arriver aussi quand vous avez des passages telluriques avec des veines qui arrivent sous les arbres. Et ça, c'est la dernière. Donc ça a été fait c'est dans un parc. Là, vous avez des arbres en fait qui sont dans une phase d'ouverture, comme s'ils étaient poussés. Et les géobiologues, les radiesthésistes qui ont testé, en fait, il y a un passage d'eau qui passe en plein milieu. Et comme on est dans une phase où l'eau amplifie les phénomènes telluriques, ils mettent en suractivité, les arbres se déportent pour se protéger de ces courants telluriques. Voilà, ça c'est au niveau des images. Donc dans ces aspects-là, est-ce que pour la partie naturelle, artificielle, vous avez des points, des questions? Le c'est clair, ça me fait peur des fois. Parce qu'on dit c'est clair, super, et puis... On dit pour dormir, pour bien dormir, qu'il faut mettre la tête du lit au nord. Ouais. C'est bon, c'est ce qu'on dit. c'est ce qu'on dit. C'est pas... J'en ferai pas ma croix de sainteté. Alors, dans moi, les personnes qui m'appellent, il y a des personnes qui sont à tête au nord et qui vont pas bien du tout. Il y a des personnes qui sont à tête au sud et ça va. Ouais. Donc, il faut être pragmatique. Si vous avez une sensibilité naturelle au champ magnétique qui va être exacerbée, je conseille d'avoir une cohérence entre le champ magnétique de la personne, entre le basal et le centre de la tête, pour avoir, comme la plante tout à l'heure, pour avoir une cohérence entre le nord et le nord. Pour les personnes, on va dire, qui sont peu sensibles, pour ne pas dire inertes et étanches, ça n'a pas d'incidence. Après, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'on veut le faire, est-ce qu'on ne veut pas le faire? Il y a souvent des problématiques d'agencement de pièces qui ne permettent pas.
simplement de faire la tête au nord. Ou à l'est. Ou à l'est. Mais ça va dépendre après de chacun. Et selon les coutumes, les cultures, il y a toujours des petits points propres à chaque coin du monde. Donc il faut faire avec son bon sens, sa bonne volonté, et puis observer. On peut très bien, si on a la place libre sur une yourte, à 360 degrés, de pouvoir dire je l'oriente et puis j'observe, je me mets 10 jours. Voilà, je mets 10 degrés sur 10 jours et puis au bout de 3 mois et demi, je saurai où je dors le mieux. C'est bien. Si on est dans le Larzac, dans les années 70, on pouvait peut-être le faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, donc on s'adapte aux outils modernes. Donc, du coup, ça touche plus les enfants qui ont moins de 14 ans. Alors, les enfants, on dit souvent que les enfants sont plus sensibles parce qu'ils n'ont pas les protocoles mentaux, les barrages, les schémas qui vont leur permettre de trouver une rationalité. Quand vous allez avoir un enfant, de la naissance jusqu'on va dire généralement aux 7 ans, par rapport à l'éducation du système national, vous allez avoir vous n'avez pas le filtre directement. Vous avez juste les schémas, les dogmes, les schémas, les croyances que les parents et la famille va imposer volontairement ou involontairement, mais l'enfant directement va pouvoir vous dire oui ou non. Moi j'ai souvent des personnes qui m'appellent parce qu'il y a des problèmes de pipioli ou parce qu'il y a des problèmes de cauchemars qui sont toujours localisés à un endroit. Quand les enfants dorment ailleurs, ça va. Alors des fois c'est dans toute la maison, il faut qu'ils aillent dormir à l'hôtel, ce qui coûte un peu cher. Mais dans certains cas, c'est vraiment lié à ça. La première ferme que j'ai faite, donc moi je suis installé depuis 2009, la première ferme que j'ai corrigée, un des problématiques que le monsieur m'avait évoqué, c'est que son garçon il a 18, donc il devait avoir 9 ans, il avait toujours des problèmes d'énurésie. Et quand on a fait les balayages au niveau de son lit, aux baguettes, donc c'est dans les Flandres à côté de la Belgique, quand on a passé les baguettes, il y avait une marque au niveau du passage d'eau sous le lit, au niveau du bassin de l'enfant. Donc au début, il n'était pas trop chaud pour me faire intervenir, il était plutôt réservé, mais comme c'était un pharmacien qui avait donné mes coordonnées, il s'est dit bon, on va faire confiance. Et dans le processus qui a suivi, en fait, il m'a dit le premier truc qu'on a vu après ton passage, c'est que notre garçon, il ne savait pas que tu passais, il ne savait pas que tu étais là, et du jour au lendemain, il a plus fait pipi au lit, après la correction. Donc il n'y avait pas de placebo, il n'y avait pas de manipulation mentale, si on peut dire, il n'y avait pas de levier, de croyance, c'était action-réaction. Moi, c'est un phénomène que je retrouve régulièrement au niveau des animaux, dans l'élevage bovin, c'est que le travail va être fait pour améliorer leur vie, leur contexte d'exploitation, parce qu'on est quand même dans un système d'exploitation, donc c'est un grand débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le but, on peut améliorer un petit peu leur existence. Et souvent, en fait, les gens me disent, il y a tel endroit, nos vaches, elles ne veulent pas passer, ou il y a tel endroit, elles glissent tout le temps. Il y a des écartements, des boiteries, et après, elles doivent aller à l'abattoir. Donc c'est des réalités qui sont quand même assez lourdes de conséquences. On n'est pas sur un petit stress ou autre. Il y a du vivant qui est en face au niveau des animaux. Donc quand on a des problèmes physiques, géographiques, qu'on arrive à trouver le bon levier pour retrouver un équilibre naturel, naturellement, dans les jours qui suivent, les bêtes, elles repassent où il n'y a plus de stress. Donc on arrive toujours à observer les résultats. Ça sera toujours subjectif pour l'homme et la femme, parce qu'on peut dissocier, que quand on va avoir du ressenti, on va relativiser par rapport à la sensibilité de chacun. Moi, je vais avoir des gens qui sont d'un premier abord plutôt cartésiens, rationnels, mais qui vont avoir des résultats vraiment marqués, ils vont dire c'est très bien, il n'y a pas de problème. Puis il y a d'autres personnes qui vont paraître plus dans le mouvement, dans la démarche, dans la sensibilité, et qui vont avoir des difficultés à peut-être ressentir les choses. Parce que souvent, en fait, les gens se mettent tellement de choses dans la tête qu'ils se mettent des protocoles, ils ont déjà tout leur contexte de vie, d'expérience de vie. Donc c'est normal qu'ils aient déjà une idée préconçue de la chose. Mais des fois, juste pour arriver à lâcher, pour être en direct, sans faire passer toutes ces protections entre l'effet et la cause, entre la conséquence et la cause, des fois, il faut un peu plus de temps. Alors quand je dis du temps, c'est 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, c'est pas non plus 10 ans. Mais dans les contacts qu'on peut avoir, il y a des fois des paradoxes, selon ce qu'on pourrait penser au niveau de la sensibilité naturelle des gens. Cette sensibilité-là, normalement, m'amène au troisième aspect du travail, l'humain. Donc ça, c'est le plus
le plus subjectif, le plus lié à la controverse. Donc je ne cherche pas à convaincre, je pose sur la table, vous prenez ou vous ne prenez pas, tout est bien. Dans l'aspect de l'humain, il y a 3 parties. Le passé, le présent, le futur. Dans les variables qu'on va principalement prendre en compte, on va avoir des problématiques liées à un historique. Alors historique de la personne ou historique du lieu. Moi j'ai des fois des personnes qui m'appellent parce que dans une maison, dans une ferme, dans une entreprise, il y a eu des complications plus ou moins importantes selon les régions de France, avec des histoires qui se sont passées plus ou moins glorieuses, et les gens ont des doutes, ou bien ils ont des phénomènes qui apparaissent peu rationnels, mais qui apparaissent, qui va leur amener des difficultés au quotidien, où ils n'arrivent pas à le résoudre. Ça, on va avoir tendance à parler d'entités, ce genre de choses, ou des mémoires en fait, qui sont des agrégats, des résidus d'entités ou de mémoires qui vont stagner, voilà, ce genre de choses. Okay. Vous pouvez partir, hein. On m'a déjà mis dehors. Hein. Pas comme ça, mais bref, je préfère être léger sur ces sujets-là. Sur les phénomènes autres, vous allez avoir les problèmes d'intention. Au niveau vibratoire, vous avez les magnétiseurs, magnétiseuses, les hommes et les femmes qui vont chercher à faire le bien avec leur sensibilité naturelle, leur protocole à eux. Au niveau inverse, moi souvent on m'appelle parce que on cherche l'opposé dans ce qui a été mis en place au niveau historique, on cherche à protéger. Donc souvent, quand on va aborder des sujets liés à l'intention, on va parler de magie noire. Voilà. On va parler d'historique familial qui a pu rencontrer ce genre de choses. Alors il ne faut pas penser que quand j'évoque ça légèrement, que c'est lié à un fantasme des campagnes ou des contrées lointaines reculées. Il y en a un peu partout. La mixité culturelle des mouvements à travers le monde fait qu'il y en a de plus en plus avec différentes variantes, différentes cultures. C'est assez variable. Mais grosso modo, on peut avoir ce genre d'incidence à rencontrer chez les gens. Ce qui va aussi arriver de temps à autre, c'est lié à l'historique d'une maison. C'est-à-dire que moi, les personnes vont m'appeler en me disant ben voilà, on est des trentenaires, jeunes actifs, on a des enfants, on s'installe, on est en primo-accédant, comme ils disent, on est bien, voilà. Première année, impeccable. Première année et demie, il commençait à y avoir des tensions. Deuxième année, on s'engueulait, troisième année, divorce. Quand vous avez une agence immobilière qui vous dit ça fait la 3e fois que le bien revient sur le catalogue en 5 ans, 6 ans, peut-être que le lieu a une certaine phase d'oppression, pas dire négative, parce qu'on n'y croit pas. Moi, je ne suis pas sur les croyances, j'aime pas les croyances. Mais on observe qu'il y a quand même une tendance générale vers un moins bien. Et donc, en fait, on va être appelé parce que souvent, il y a des pathologies. Soit c'est lié à l'historique d'une maison, par rapport aux différents occupants. Sur une maison neuve, c'est toujours un peu plus délicat à faire rentrer en compte parce qu'on va rentrer non plus lié à la maison en tant que telle, mais ça peut être lié au terrain qui était en dessous de la maison. Alors même s'il n'y a pas eu, si on prend potentiellement le fait qu'il peut y avoir ces histoires de bienveillance ou de malveillance entre êtres humains, des fois le terrain, même si on va me dire mais il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien sur ce terrain, c'est une pâture, il n'y avait rien. Et après quand on fait les tests et l'hypothèse la plus probable c'est que c'est l'ancien propriétaire qui subissait de la médisance. Dans les phases de médisance, vous avez 3 stades. Vous avez maldire, médire, maudire, dans les 3 graduations. Là, vous avez une phase un peu plus marquée au niveau volontaire de nuire, de détruire. Et donc, des fois, on va être sur des problématiques liées au terrain. Donc, les gens me regardent gentiment, un peu comme vous là. Et puis, ils me disent ok, bon, on n'est pas trop réceptif forcément, mais comme on vous a eu en contact par tel ami, qui a eu vos contacts par tel ami, et puis que ça a l'air de se passer plutôt bien, bah, on va voir si on peut avoir des résultats quand même. Donc souvent, le lien de confiance se fait par le retour d'expérience avec les précédentes personnes en contact. Parce que voilà, on est dans un domaine un petit peu particulier, donc il faut être sérieux quand même sur les résultats. Donc quand on va avoir ce genre de problématique-là, il peut aussi y avoir des effets de vase communicant. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, j'ai commencé à m'y intéresser de façon importante, parce que j'ai eu, sur l'année donc 2016, j'ai eu 5 exploitations agricoles, 5 clients, où les gens en fait sont contents du travail, ça va bien, ils retrouvent une dynamique au niveau de l'entreprise, ils retrouvent un volume
de trésorerie suffisant pour investir. Et en fait, ils font le choix de faire bâtir ou de racheter une exploitation. Donc le rachat d'une exploitation, c'est souvent en millions d'euros qu'on va parler, donc il ne faut pas non plus se louper. Quand on va avoir des problématiques techniques, structurelles, bah, vous faites passer un électricien, vous faites passer un plombier, c'est vite réglé. Quand vous avez des problématiques un peu plus subtiles, c'est toujours délicat déjà de le comprendre, de l'accepter et d'émettre l'hypothèse qu'on peut le solutionner. Et c'est déjà pas mal. Donc dans ce phénomène-là, en fait, j'ai les gens qui m'ont dit, bah, depuis que vous êtes passé, il y avait du mieux. Au niveau des bêtes, ça tournait bien. On a laissé passer quelques mois, le suivi se fait. Et puis à un moment donné, ils me disent, bah, depuis 3 semaines, il faudrait que vous repassiez, parce que depuis 3 semaines, ça redéconne. On a à nouveau des mortalités, on a à nouveau des germes, enfin des problématiques au niveau du lait, la production ne va pas. Voilà. Donc c'est des petits couacs, des petites interférences dans l'équilibre général de l'exploitation ou du contexte qui font poser des questions. Et souvent, en fait, ça va correspondre dans 3/4 des cas, ça va correspondre avec une acquisition ou un changement de contexte. Et en fait, ça va correspondre au fait, pour la personne, d'avoir choisi d'investir avec tel ou tel lieu, de prendre la propriété au départ. Donc en fait, les gens, des fois, me disent, bah, c'est vrai que ça correspond dans les dates à tel moment, quand on a acheté tel bâtiment ou tel appartement. J'ai aussi ça pour le coup, pour les gens qui vont acquérir des biens pour faire des placements pour leurs enfants quand ils font des études. Et donc ils vont dire bah, ça allait bien. Et puis c'est vrai que depuis qu'on a acheté l'appartement, au niveau historique, depuis qu'on a acheté cet appartement qui est à Lyon, donc des fois à 600 km, bah, chez nous ça va moins bien. Il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas de stress particulier, il n'y a rien qui est visible, mais on remarque quand même qu'il y a un affaiblissement au niveau de l'équilibre général, de l'ambiance générale. Donc à ce moment-là, ça peut faire poser des questions. Donc voilà, vous avez des effets de vase communicant par rapport aux liens de propriété ou d'occupation de sol. Donc ça, c'est la partie plus subtile de mon travail. Ça, c'est toujours dans le retour d'expérience. Ça, il y a 2 ans, je ne vous en aurais pas parlé. Parce que je n'aurais pas pu l'expérimenter, je ne l'aurais pas vécu au niveau des retours. Et après, quand on solutionne ça, bah, comme par hasard, l'équilibre général au niveau de l'exploitation du troupeau ou autre retrouve son équilibre alors qu'on n'a pas touché au bâtiment d'origine. Au niveau de cette partie-là, ça va correspondre à ce qu'on va appeler la science de l'intention. Alors je vais me permettre de faire passer un petit dépliant, je vais le récupérer par la suite parce que je n'ai que cela et que c'est difficile à trouver. C'est des petits catalogues qui ont été faits par des Suisses, par des amis suisses, sur les travaux de Masaru Emoto. Et en fait, ça permet de voir l'incidence des intentions. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, je suis désolé. Voilà, je vous jeter, faire passer, c'est la collégialité, tout va bien. Et en fait, ça met en évidence que selon l'intention que vous allez donner, notamment sur un corps vivant comme l'eau, si vous lui dites « je t'aime, amour », au contraire « je te hais, je te déteste », ou autre, vous allez avoir des structures physiques. Lorsque l'eau est gelée, elle va être découpée, passée au microscope, et vous allez avoir des structures géométriques qui vont varier selon la nature de l'intention que vous allez donner. Donc ça, c'est reproductible, c'est scientifique, ça a été fait par plusieurs équipes à travers le monde pour faire voir l'incidence sur les corps vivants. C'est pour ça qu'il passe de la musique dans certaines exploitations. Alors ça fait partie des développements où il y a des approches avec la musique. Alors ce qui intervient aussi régulièrement, c'est les notions d'historique. C'est-à-dire que quand on va avoir des problèmes dans les conséquences d'aujourd'hui, des fois la cause va se faire en marche arrière et on va souvent avoir des problématiques qui vont apparaître au niveau d'une rupture de descendants par rapport aux ascendants. Pour être plus clair, des fois, moi dans mes clients, ils ont un équilibre, ça va, ça roule, comme on dit. Il y a un décès, grand-père, grand-mère, mère, père ou autre. Donc au-delà du chagrin humain classique que tout à chacun vit différemment, les gens remarquent qu'il y a un déséquilibre qui peut se faire chez eux. Il y a une rupture, mais des fois à trancher au couteau. Et en fait, au niveau vibratoire, on peut remarquer qu'il y a des différences parce que les transferts de charge au niveau des mémoires d'une génération sur l'autre vont se faire quand il y a le décès des ascendants. Donc en gros, la mémoire de la famille va être tributaire soit du patriarche, soit de la matriarche, puisqu'au niveau énergétique, c'est difficile de trouver un équilibre dans les rapports de force ou d'énergie dans les couples à l'ancienne.
suis désolé de le dire, il y avait souvent la convention sociale qui faisait le patriarque ou autre. Et donc il y avait souvent des phénomènes où les gens en fait remarquent que depuis qu'il y a le décès du père ou de la mère ou du grand-père, au-delà du chagrin humain classique, il y avait des ruptures, il y avait des faiblesses au niveau du bien-être général dans les exploitations agricoles. Alors je prends ça comme exemple parce que les animaux, souvent, c'est parlant. Une vache, que le géologue y passe ou pas, elle s'en moque, quoi. Donc on a des moyens d'observer les choses de façon directe, sans palliatif, sans rien. Donc voilà, ça c'est les parties un peu loufoques, un peu légères du travail, mais qui ont leur incidence. Parce que si vous prenez une géobiologie classique, on va dire, conventionnelle, le géologue va principalement vous faire une cartographie du sous-sol de chez vous. Alors soit avec un pendule, soit avec des baguettes en cuivre, soit avec une antenne léchère, soit avec une antenne quelconque. Puis il va vous dire, vous avez une veine tellurique à tel endroit, vous avez un passage d'eau, vous avez ça, vous avez ci. Vous déplacez votre lit, vous avez une zone. Bah là, vous avez 2 mètres carrés pour mettre votre lit, parce que sinon, ça ne va pas. Et puis ça, c'est toujours des conséquences qu'on ne peut pas travailler. Alors, c'est excellent parce que ça permet d'avoir une visibilité des rapports de force, donc ça, c'est très bien. Mais sur l'ensemble, on reste quand même tributaire de la configuration du logement ou du bâtiment en soi qu'on ne peut pas modifier. Donc le but après, ça va être neutralisé par la science de l'intention qu'on évoque là à travers ce livre. On neutralise en équilibrant ou en déséquilibrant un facteur naturel ou artificiel, les champs de force, pour qu'ils se remettent à l'équilibre. Voilà. Donc ça va principalement jouer sur le corps électrique et le corps électromagnétique des personnes. Donc c'est la sensibilité de chacun. Et souvent, en fait, les personnes, il y a une phase d'accoutumance au contexte stressant. Donc les gens, en fait, ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans on va dire un bain pollué en permanence. C'est comme si vous aviez un citadin pure souche qui va au bord de la mer ou qui va en haut des montagnes. Lorsqu'il va prendre la qualité de l'air non pollué dans son quotidien, quand il va se mettre avec un air pollué vers un air sain, il va avoir une différence marquée. Le travail va correspondre aussi à la phase de détoxification, on va dire vibratoire, pour que la personne retrouve sa sensibilité naturelle. Parce qu'après, elle va se mettre des moyens, des protections pour ne plus être impactée par son stress quotidien, qui peut être soit lié à l'environnement, mais surtout lié au travail et au contexte familial. Sur la partie concrète, la géologie, fondamentalement, si on voulait conclure, c'est approcher l'environnement avec la considération des champs magnétiques, naturels, artificiels, qui sont propres à chaque lieu. Que vous preniez une maison par rapport à un voisinage ou autre, vous allez toujours avoir une typicité différente, vous allez toujours avoir une vibration propre aux occupants. Puisqu'il faut savoir, pour moi, une maison, c'est un instrument de musique. C'est-à-dire que la maison va vibrer par rapport à vous, votre vibration, dans votre quotidien. Si vous aviez un occupant différent dans la maison aurait une vibration différente. C'est ce qu'on retrouve avec la déco. Vous mettez votre âme dans votre maison, vous la décorez selon vos goûts et tout ça. Au niveau subtil, au niveau vibratoire, vous avez la même correspondance. La maison va se teinter de vos vibrations. Donc si vous avez une personne qui a été dans le temps, qui a été malade, qui a été dans une phase de stress importante, qui a été en dépression, ces mémoires-là, ces scories-là vont rester marquées dans le bâtiment de façon peut-être infime, mais si c'est un petit pourcent par rapport à un autre pourcent, par rapport à un autre facteur, à la fin, ça fait une montagne et on peut se retrouver débordé. Donc le travail, c'est juste d'essayer de favoriser l'équilibre naturel pour retrouver un contexte normal de bien-être et de relaxation chez soi. Alors au niveau des outils, alors il y a le pendule. Alors fondamentalement, le fonctionnement d'un pendule, le pendule c'est un outil de lecture. Que vous preniez un pendule en bois, en minéral, en végétal ou en fer, le pendule, lui, va donner une lecture par rapport à un sujet testé. Donc quand vous allez en fait tester, si vous prenez un pendule, alors vous aurez remarqué que je suis un grand dessinateur. Merci. Ouais, c'est de l'art contemporain. Du coup, sur le principe,
quand on va se servir d'un pendule, donc là je prends le pendule classique à la boule, c'est le pendule de Trifon dans Tintin, qui va en fait capter une fréquence. Dans la réalité des choses, le pendule ne donne qu'une orientation visuelle. Ce qui va capter la fréquence, c'est votre corps magnétique. C'est votre corps vibratoire à vous. C'est vous. Selon la sensibilité de chacun, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'on peut détecter les champs magnétiques avec la main. Ou personnellement, en fait, c'est juste une question de sensibilité. Ce qui va capter la chose, c'est vous. Je prends souvent l'analogie avec le rapport thermique, la chaleur. Quand vous avez des personnes qui sont sensibles aux chaleurs faibles ou aux chaleurs hautes, elles vont avoir une fragilité à des champs vibratoires hauts ou bas. Ça leur est propre. Vous allez tous avoir une sensibilité différente à l'aspect thermique, au bien-être, au confort de chaleur. Au niveau vibratoire, c'est le même processus. Lorsqu'on va capter une fréquence, qu'elle vienne du sous-sol, d'un téléphone, d'une maison ou autre, on peut rentrer dans une considération énergétique, vibratoire, avec les chakras et tout ça, qu'on ne fera pas là, parce que sinon je vais vraiment vous perdre. Mais, grosso modo, c'est le corps de la personne qui va capter. Au niveau des tests, il faut savoir qu'au pendule, il y a des règles à respecter, il y a une éthique de travail. Il faut être neutre dans le résultat, il ne faut pas chercher à polariser pour avoir tel ou tel résultat. Parce que comme la vibration va passer par votre aura, par votre champ magnétique, si vous avez polarisé votre aura pour dire il faut tel résultat parce qu'il me faut tel ou ça, vous verrouillez le processus de sensibilité. C'est net. Donc, grosso modo, il faut faire comme 95% des hommes, ne penser à rien. Là, ça fait rigoler. Là, c'est facile, c'est gentil, on y va, c'est bien. Voilà. Et le pendule, lui, va, selon votre protocole, votre nomenclature que vous allez établir, va tourner dans un sens, il va osciller dans une orientation, c'est vous qui faites votre propre protocole, parce que ça vous convient. Donc en fait, si vous faites un test standard avec n'importe quel pendule, vous allez avoir la possibilité donc donc là je le fais mécaniquement, soit de le faire en dextrogire, soit en lévogire, à gauche ou à droite, soit de le faire osciller vers un sens pour dire par exemple oui ou non, vous faites votre protocole. Mais ça, c'est un protocole qu'il faut avant toute chose, quand on est dans une phase de test et d'observation comme on fait là, il faut développer ce protocole, il faut l'expliquer. Parce que si on trouve un test avec ses propres résonances, on va dire, avec notre ressenti, je vais vous dire par exemple, une pomme de votre verger bio fait avec amour, entretenu avec amour, elle va vibrer à tel niveau. Si vous la testez vous-même, vous allez peut-être trouver un niveau différent. C'est parce que dans la vibration de chacun, quand vous avez votre constitution, vous avez ce qu'on va appeler un coefficient vibratoire. Ce coefficient vibratoire va être propre à chacun et il va déterminer, entre guillemets, le résultat. Pour prendre un exemple, sur un test classique, quand on va utiliser le pendule, on va souvent se servir de une table de lecture. C'est un Nicker-Lambert tout simple, qui va de 0 unité. Alors les unités, ce sont les angstroms, qui sont des microfréquences utilisées dans le niveau nucléaire, qui va de 0 à 36 000 angstroms. Le nord, théoriquement, est à 18. Et on va donc avoir un ensemble de portions voilà, qui va nous permettre de déterminer les variables. Donc si vous faites un test, et vous allez dire par exemple, ma pomme elle vibre à 10 000, alors je ne suis pas dans les ratios, je ne suis pas dans les proportions, fondamentalement pour vous elle va vibrer à 10 000. Mais si pour une personne qui va tester avec un niveau vibratoire différent, le coefficient vibratoire va être différent. Et donc elle va peut-être tester la pomme à 12 000. Ce qui veut dire qu'entre les deux personnes, il y a 1,2 en coefficient de différence. C'est important de clarifier ça parce que souvent dans les salons, dans les lieux de vulgarisation comme ça, vous allez avoir les gens qui sont gentils avec leur pendule qui vont dire regarde, tu vois ça c'est facile, là, clap, là. Le problème c'est que le pendule on peut les modifier, ceux qui sont un peu performants peuvent aussi bloquer les autres. Enfin, c'est important de faire ça, de clarifier ça parce que ça permet d'avoir un langage commun. Ça permet d'avoir un niveau
commun pour dire, voilà, moi c'est tel élément, je le teste à tel niveau, en comparaison avec toi. C'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort, de dire c'est bien, c'est mal, c'est pas ça. C'est juste de pouvoir, après, pouvoir répliquer ce coefficient pour pouvoir comparer de façon cohérente et logique le suivi des choses. Alors ce pendule-là, il est un petit peu particulier parce qu'il a été tiré des travaux du professeur Chomry et de Bélizal dans les années 30, qui est également lié avec ce qu'on appelle la bague Atlante et la barre Atlante. Mais grosso modo, ça nous permet d'avoir un ensemble de niveaux, d'échelles, qui va déterminer si un objet, un lieu, une personne, on ne va pas utiliser ça, on va plutôt travailler avec la table de biométrie, qui est une table de lecture différente. Mais grosso modo, ça nous donne une échelle. Il y a dans mon protocole à moi, personnel, moi j'ai mes barèmes au niveau des maisons. Quand on va tester une maison qui va être, on va dire, autour des 7-8 000 unités, c'est une maison qui va être très proche du niveau vibratoire d'une personne lambda, vous et moi. On vibre généralement à 7-8 000 angstroms. C'est un palier standard humain. Tout ce qui va être au-dessus en vibration va avoir un apport bénéfique pour cette personne ou ce contexte. Alors quand on va parler d'apport bénéfique, on va surtout parler d'équilibre. Puisque là, on n'est pas dans un ratio de quantité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de monter à 36 000. Ça n'a aucun intérêt, ça. On va partir, parce que tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'un excès ou une carence entraîne les mêmes pathologies. Que vous n'ayez pas assez d'énergie ou trop d'énergie, vous aurez les mêmes problèmes. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le point d'équilibre. L'être humain oscille généralement entre 7 et 8 000 unités. Si vous avez un apport bénéfique, l'apport après va se limiter à la capacité que vous êtes naturellement capable d'encaisser, de vibrer dans votre maison. C'est pour ça que j'évoquais le fait que pour moi, une maison, c'est un instrument de musique parce qu'il va vibrer par rapport à la sensibilité de chacun. En sachant que pour moi, ça sera différent dans l'approche d'une maison ou d'un appartement pour une personne que si vous avez une grande smala avec 10 personnes. Parce que vous avez 10 individus avec 10 vibrations différentes, donc il faut prendre l'ensemble en compte pour avoir un point de vue équilibré pour chacun. Comme au niveau thermique, si vous avez votre équilibre, votre confort à 19 degrés, ou 18 ou 20, ça ne sera pas le même confort pour toutes les personnes. Donc c'est des choses un peu analogues. Pour moi, une maison va être pathogène, va être négative quand on va passer en dessous des 3000 unités. Jusque 4000 unités, il n'y a pas trop de problème. Souvent, c'est dans une maison qui est dans son jus par rapport à l'historique des différents occupants, mais il n'y a pas d'élément nocif en tant que tel. Et on va surtout avoir des pathologies quand on va descendre en dessous des 3000 unités. Donc c'est un climat de stress, c'est des phases où les maisons en fait vont appauvrir le bien-être des gens. Une maison nocive va rentrer à peu près au niveau des 2000 unités parce que c'est un palier dans nos protocoles, enfin dans mon protocole à moi, où on va parler d'énergie de destruction. Une vibration de destruction parce qu'il y a eu un acte volontaire de nuisance et de destruction par le passé. Donc voilà, ça permet d'avoir une échelle. Pour parler de destruction, il faut obligatoirement qu'il y ait une intention de détruire. Volontaire. Volontaire. Mal dire, médire, maudire. Mal dire, c'est une personne qui critique, qui va avoir la parole facile, qui va être oisif, une langue de vipère pour rester poli, parce que je suis enregistré, mais qui va avoir une volonté de cracher, si c'est vrai, pas vrai, rien à faire. Médire, ça va être une personne qui va volontairement chercher à nuire l'autre, qui va mentir, qui va semer le trouble dans toutes les relations et qui va volontairement détruire l'image de l'autre. Maudire, c'est une personne qui a une sensibilité naturelle, ou qui se l'est faite avec la pratique et l'entraînement, et qui connaît des protocoles vibratoires pour détruire le cercle d'équilibre de la personne. C'est de la magie noire. Mais ma question, j'étais un bâtiment qui serait très pollué, des ondes très négatives, d'en haut, d'en bas, de travers, etc., ne peut pas arriver à 2000. Naturellement, ce sera très très rare. La seule possibilité vraiment, c'est qu'il y ait une conjonction entre le réseau tellurique, le réseau Curie et le passage d'eau sur un point focalisé, ce qui va donner à ce moment-là ce qu'on appelle une cheminée tellurique, qui est un vortex vibratoire qui peut prendre 10-12 mètres de rayon ou de diamètre selon la densité, qui sera très nocif. Mais même ça, à moins d'être localisé dessus, si vous êtes à 5 mètres, il n'y aura pas d'incidence. C'est très localisé. Donc un bâtiment en tant que tel ne prendra pas, il ne va pas se charger de ça.
c'est une pièce. Vous allez peut-être avoir un bureau où vous allez dire bah, dans ce bureau-là, je ne peux pas y aller parce que j'ai une migraine qui monte au bout d'une demi-heure. Ça peut être quand même un endroit précis dans un lieu. Oui, mais ça va être limité à quelques mètres carrés au sol, en zone. Moi, là, ce que j'évoque, c'est des maisons où, quand on va faire la saisie vibratoire, pour moi, une maison, ça va être comme un ensemble uniforme. Et donc, je vais tester la température uniforme du bâtiment, la vibration globale. Si on est, on va dire, au-dessus des 3000, bah, je peux dire à ce moment-là, bah, écoutez, de mon point de vue, il y a tel élément qui sont dans une phase de déséquilibre. Pour autant, il n'y a pas de nécessité à intervenir. C'est du confort. Par contre, si on passe en dessous des 2000, là, je dis que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais faites quelque chose. Après, chacun est libre. Moi, je donne une information. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas monsieur Cadastre. Oui. Alors, le pendule va me permettre d'avoir... J'ai trois vecteurs. Mon premier vecteur, c'est ma sensibilité, comme tout à chacun. Mon deuxième vecteur, c'est mon outil, donc soit les baguettes, soit le pendule, en sachant que tout le monde peut le faire. On a tous la même physiologie, on a tous le même potentiel. Après, c'est sûr que naturellement, certains sont plus sensibles que d'autres, donc il faut un peu plus de pratique que d'autres pour démarrer. C'est comme de la gymnastique, une fois que c'est parti. Et après, vous avez le troisième vecteur, pour moi, c'est le ressenti des gens. Oui, le vécu. Donc non, mais c'est comment ils se sentent dans la maison. C'est-à-dire que si, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que moi, je travaille qu'au résultat. C'est-à-dire que si j'ai pas de résultat, c'est que j'ai mal fait mon travail. Dans un certain niveau, on peut améliorer les choses, même si on ne règle pas tout, parce qu'on est dans le vivant, on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser, mais on a quand même des tendances, on améliore les choses. Les gens vous disent, bah, j'ai ça qui s'améliore, j'ai ça, là c'est encore à améliorer, on essaye d'affiner, on essaye de voir ce qu'on peut améliorer. Après, on n'est pas magicien, on ne peut pas non plus tout régler. Donc il faut être précis, du départ, il faut dire bah, ça je pense qu'on peut améliorer, ça je ne peux rien faire, ça ne me concerne pas, ou je ne suis pas la personne adaptée à vos besoins. Donc il faudra toujours être clair aussi dans la projection du travail qu'on peut amener aux gens. Si un jour vous intervenez sur une maison qui vibre à 2000, vous la remettez après les soins faits, enfin après le protocole mis en place, elle revibre sur ces 10, elle dépasse les 18, elle fait quoi? Alors, moi, ce que je vais me fixer comme objectif, ça va être 21. 21. C'est IO 3x7, c'est un repère tout simple, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'est pas sur un niveau de quantité, on est sur un niveau de qualité. C'est-à-dire que quand on prend le parallèle avec l'air, c'est pas parce que vous habitez en ville ou vous habitez à la montagne ou au bord de mer que vous allez respirer plus en volume d'air. Par contre, l'air absorbé sera de meilleure qualité, et donc il aura un apport de vitalité et au niveau des besoins physiologiques de meilleure constante. Donc au niveau vibratoire, c'est pareil. Moi, je ne vais pas promettre aux gens de leur dire avec le travail, vous avez l'impression de rajeunir de 10 ans, vous allez retrouver vos aptitudes d'avant. Au niveau physique, c'est pas ça. C'est juste de remettre les choses dans le contexte normal. Donc moi, souvent, pour moi, un lieu va être stable et équilibré dans mon protocole à moi, au niveau des 21. Je dis mon protocole à moi parce que si d'autres personnes qui testent avec cette table-là me disent 21, ils vont me dire mais t'es totalement fou, c'est les cathédrales, c'est les hauts lieux sacrés, tout ça. Donc je le dis, c'est mon protocole à moi et ça ne regarde que moi, mais c'est mon truc. Normalement, une maison va se calibrer par rapport aux personnes qui habitent dedans. Donc j'ai des maisons où ça se stabilise à 19, parce que les personnes ne peuvent pas vibrer plus haut, parce que sinon ça serait déstabilisant. J'ai des personnes où ça va vibrer à 21. J'en ai d'autres où ça monte à 24, 25. C'est variable selon les gens. Ça, je ne maîtrise pas. Et je ne cherche pas à le maîtriser parce que c'est justement ce qui fait que c'est responsif. Parce que quand vous allez avoir des phases de stress dans votre quotidien, naturellement, vous allez avoir besoin de vous mettre dans une phase de repos. Si vous êtes surexcité, alors vous avez besoin de vous mettre en phase de calme parce que vous avez un stress, parce qu'il y a besoin de se reprendre soi-même, ça va faire un aspect perturbateur. Et à ce moment-là, ça peut être défavorable pour l'équilibre des gens. Il faut toujours que ça se calibre par rapport aux besoins des gens. Donc c'est pour ça que là, l'instrument de musique, qui est la maison pour moi, va vibrer selon les occupants, selon les personnes qui ont en charge le bâtiment. Et est-ce que la vibration, elle change en fonction de la présence des gens dans la maison? Ou est-ce que, je ne sais pas, imaginons il y a une maison, 5 personnes, il y en a 2 qui sont très perturbateurs et ils sont partis toute la journée. Est-ce que dans la journée, les 3 qui restent vont être dans une meilleure harmonie ou est-ce que ça... Il y a une inertie qui est quand même là, donc je ne suis pas sûr que sur quelques heures on voit beaucoup la différence.
C'est une ambiance qui reste, qui est stable. Le but, c'est quand même... Que les personnes soient là ou pas. Normalement, le but, c'est quand même qu'il y ait une longévité dans le travail. Donc même au niveau des ondes, enfin au niveau des fréquences, moi, je ne vais pas chercher à avoir des fréquences très courtes, mais très rapides. Moi, je vais chercher à avoir une amplitude de stabilité. C'est pour ça que normalement, ce que j'évoque aux gens, c'est qu'une fois que l'installation est réalisée, je laisse entre 6 à 8 semaines de travail pour voir comment les choses évoluent. Ça permet en fait de développer 3 semaines de nettoyage au niveau magnétique. Je draine mon terrain vibratoire pendant 3 semaines, et après j'ai 3 semaines de stabilisation, grosso modo. Donc dans les 6 semaines, on a déjà un premier jet, un premier recul pour voir le potentiel qu'on peut avoir avec les gens et avec le résultat, le ressenti. Et après, je relaisse à nouveau quelques semaines, normalement, pour faire un affinage. Parce qu'en fait, c'est comme une filtration. J'enlève les gros, j'enlève mes facteurs importants, je les calme. Ça me permet d'affiner le nettoyage. Et après ces 6 premières semaines-là, on rentre dans une nouvelle phase de 6 semaines, où là, en fait, c'est les éléments un peu plus fins, mais un peu plus perturbateurs, parce qu'ils sont liés aux causes, souvent subtiles, qui remontent. Donc on assèche, et après on peut faire les fondations, si je veux schématiser. Donc quand on va avoir ces phases-là, normalement, au bout de 3 mois, à peu près 3 mois, 12 semaines, on doit avoir une stabilité. S'il n'y a pas, on cherche. C'est qu'il y a quelque chose de plus subtil et il faut trouver, quoi. Et normalement, on a déjà des résultats dans ces phases-là. Après, ça va dépendre de la capacité des gens à encaisser. C'est-à-dire que le travail est fait pour être harmonieux, pour se faire en douceur. Dans certains cas, il y a des contre-coups, il y a des retours de flamme parce que ça va un petit peu trop vite. Et du coup, la sensibilité des gens fait qu'ils me disent pendant 3 jours, on a été KO, on a dormi comme jamais, mais normalement, c'est une fatigue récupératrice. C'est-à-dire qu'au niveau schématique, votre corps, pendant des années, s'il y a eu un stress, il s'est mis en phase de survie, avec une adrénaline très basse, mais comme un accident de voiture, on se protège. Et là, en fait, dans les jours et les semaines qui suivent le nettoyage, on enlève ce stress, donc le corps n'a plus besoin de compenser. Comme il ne compense plus, cette adrénaline vibratoire, si on peut dire, va s'évacuer également. Mais du coup, ça fait un vide. Et la nature n'aime pas le vide. Donc le temps que vous remettiez à la place de ça votre énergie d'origine, votre dynamisme et votre vitalité, ça peut prendre quelques jours. Mais c'est une fatigue récupératrice. Et donc les baguettes, c'est le même principe. En fait, les baguettes, elles vont donner une incidence par rapport à vous, par rapport à votre corps magnétique. Alors si on veut faire un petit test, alors je le fais parce que je l'ai déjà fait avant, du coup je sais pas m'attendre. Donc je triche un peu, mais je le dis. Alors normalement les baguettes, elles doivent être en cuivre ou en laiton parce que c'est conducteur avec les flux électriques, donc c'est plus facile. Généralement, enfin moi je mets pas de guide, mais c'est les poignées, celles-là sont un peu épaisses, parce que les dernières je les ai données. Donc la main, le petit doigt stabilise, et après vous mettez entre 2 phalanges, et vous laissez la baguette faire. Si vous voulez la bouger, il y a un aspect mécanique, normalement on doit voir la main bouger. Quand c'est comme ça, quand il y a du monde, puis on est filmé, je mets les petits manchons. Hein? C'est pas... Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. J'en ai quelques-unes dans la tête là. Donc les petits manchons en fait permettent d'avoir un aspect mécanique plus fluide, et ça, si vraiment je veux les manipuler, les baguettes, il faut que je tourne la main. Après vous pouvez essayer. Hein. Donc les baguettes en fait elles vont travailler par rapport à votre vibration. Donc si là je les laisse comme ça, à un moment donné les baguettes elles vont se mettre en parallèle. C'est-à-dire qu'elles vont être calibrées par rapport à la vibration de la personne. Elles s'adaptent. Donc comme tout à l'heure, il faut penser à rien, il faut laisser faire. Là ce que je vais chercher c'est par rapport au réseau Hartmann et au réseau Curie, la faille tellurique. Donc vous laissez faire, vous marchez, vous dites bonjour, tout va bien. Et à un moment donné, les baguettes elles vont marquer. Donc sur cette phase-là, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez donc, Curie ou Hartmann, comme je l'ai évoqué. Dans 90% des cas, ça suit les orientations géographiques. Donc le nord est par là, le sud est par là, donc il y a de grandes chances que votre veine elle coupe le bâtiment comme ça. Ok ? Donc là, il faut juste laisser faire. On voit juste
les tremblements. Voilà, donc là, je suis un peu plus sérieux. Je vais faire un peu à la vite. Voilà, donc là, il y a une marque ici. Après, on pourrait cartographier la scène, le bâtiment, sans problème. Donc là, théoriquement, si je ne me suis pas loupé dans mes possibilités, vous allez en avoir une ici. Parce que là, vous avez 2,50 m à la louche. Donc théoriquement, si on est cohérent, on va retrouver les faisceaux tous les 2,50 m entre l'axe nord, est-ouest et 2 mètres en nord-sud. C'est mon quadrillage. Alors souvent, quand on va faire les études de plan sur les terrains, on va avoir des faux positifs. C'est-à-dire que si vous faites un diagnostic de terrain, vous allez retrouver des polarités. Là, je donne un cas concret. J'ai été appelé il y a 3 semaines pour faire un diagnostic de terrain pour une maison à côté de Dole, entre Dole et Dinan. Les gens viennent d'acheter le terrain pour leur retraite. À peu près comme ça, 700 mètres carrés. Un beau terrain, lambda. Ici, vous avez un arbre. Je dessine mieux les arbres que les gens. Et dans ce phénomène-là, vous avez le nord qui est un petit peu décalé, mais qui est ici, et le sud qui est un peu là. Leur entrée de terrain est là. Et donc, ils me demandent d'intervenir. Première chose que je remarque sur ce terrain-là, c'est que vous avez un magnifique boîtier ERDF, ici, de réseau. On va dire EDF pour être plus simple, qui fait tout le réseau enterré du bâtiment, enfin du quartier. Vous avez un petit ruisseau d'écoulement d'eau pluvial, qui passe ici, dans les douves. Bon, ok. Et son plan d'implantation, théoriquement, va amener le bâtiment à peu près ici. Là, vous allez avoir une cour d'accès, voilà, un truc classique. Et donc, en fait, il me demande d'avoir à peu près l'emplacement préférable pour faire sa maison. Donc, sur son terrain, vous avez... Donc là, je ne suis pas à l'échelle. Quand moi, je fais mon test sur le terrain, grosso modo, ça ressemble à ça. Sauf qu'entre mon axe nord-sud, théoriquement, j'ai des écartements de 2 mètres. Et dans est-ouest, j'ai 2,50 mètres. Moi, quand je fais mes tests, là, j'ai une résonance, donc les baguettes comme là. Donc là, quand je teste les résonances dites négatives, c'est-à-dire que les baguettes se croisent vers l'intérieur. Quand je vais chercher des points positifs, quand je fais des cultures de terre ou des maraîchages ou autre, les baguettes doivent s'ouvrir. C'est la polarité inverse, en positif. Et là, en fait, entre les deux veines, j'ai 5 mètres. Du coup, j'en étais étonné. Mais c'est parce que là, ce que je recherchais, en fait, c'était les veines positives. Polarité plus, moins. Et donc, ça veut dire qu'entre chaque veine, vous aviez une veine secondaire négative dans les polarités, tous les 2,50 mètres. Ce que je vais évoquer par là, c'est que quand on fait la recherche, des fois, vous allez avoir c'est pour ça que je dis des faux positifs, c'est que vous allez avoir des incohérences dans les tests. C'est pas parce que vous avez mal testé, c'est juste que vous n'avez pas bien précisé la demande de recherche. Enfin, pour le coup, il faut être carré. Et voilà. Et dans ces écartements-là, j'étais à 4 mètres. 2 x 2. Donc quand moi je cherchais mes veines dites négatives, enfin qui peuvent avoir une incidence néfaste pour le corps, sur les années, c'est pas pour 3 semaines, ça va se faire sur 10, 12, 15 ans, ou moins, selon les cas. En fait, il y avait des doubles écartements qui étaient liés à ça. Bon, alors la chance qu'il avait lui, c'est qu'il avait un gros passage d'eau qui se faisait là, qui faisait 1,50 m de large. Du coup, on a vu ensemble pour qu'il décale juste la partie nuit au niveau le plus favorable, et que là, en fait, ils mettent la partie technique, garage, tout ça. Ce qui lui correspondait assez bien. Alors, la chose qui était intéressante sur son terrain, c'est pour ça que je prends ce cas-là aussi, c'est que l'arbre qui était en fond de terrain, c'était un vieux noyer, magnifique, sauf que l'arbre, quand on le regardait, il vrillait. Il était tourné à 45 degrés. Et en fait, après coup, quand moi je faisais mon balayage, on était sur l'emplacement était pile. Donc là, bon, je ne correspond pas parce que je n'ai pas bien dessiné. Mais on était à 30 cm près, on était sur mes réseaux. Donc l'arbre, en fait, il cherchait, depuis qu'il a été planté là, donc qu'il a naturellement été mis là, il cherchait à se décaler parce qu'il était sur une zone nocive au niveau du réseau Curie et des autres mâles.
Donc voilà, Très bien. pour juste un petit cas À propos du noyer, moi j'ai entendu qu'un noyer ce serait nocif près d'une habitation. Non, c'est parce que souvent le noyer aime l'eau. Et bien, Il aime l'eau, le noyer. C'est oui. un arbre qui aime bien les passages d'eau. Oui, et alors? Donc souvent, quand on va attribuer la présence d'un noyer, c'est parce qu'il y a un passage d'eau qui va être en dessous. Et en plus, il y a une notion toxique au niveau de la... alors, si je dis pas de bêtises, dans la sève qui est en contact au niveau des racines, dans le mycélium, il y a une petite toxine qui va sortir en fait dans la terre et qui a un aspect nocif pour le vivant. C'est pour ça que souvent, vous n'avez pas d'autres arbres qui vont se mettre à proximité des noyers parce qu'ils sont dans une phase... ne te mets pas là parce que sinon, ça va pas. Mais c'est des arbres puissants, les noyers, mais souvent, ils sont attribués à l'eau. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait de l'eau à proximité. Ils aiment ça. C'est comme les peupliers. Un peuplier va adorer les endroits où il y a de l'eau. Voilà. Bah, à Dole, il y a eu un carnage avec les inondations et ça. Voilà. La dernière conférence, elle a duré 4 heures. Alors, Tu reviendras. On fera un niveau 2. Alors tu proposes des formations, Ouais. des Oui, initiatives. parce qu'on est à la limite là de l'initiative. il faut quand même que je tende un petit peu. Non, voilà. Donc normalement, il peut y avoir des ateliers pendules ou autres. Et pour toi, quelle est la différence entre le bois et la pierre au niveau des pendules? Les matériaux ont une différence? La différence, c'est que alors selon les minéraux, selon les métaux aussi, vous allez avoir une charge d'impédance. C'est-à-dire qu'elle va il y a une résistance dans les flux vibratoires que vous allez tester et des petites mémoires qui vont s'agglutiner dans la structure du pendule. Donc à force, ça peut faire une inertie. C'est comme des filtres qui vont être bouchés. Donc si on n'a pas une bonne fluidité et une efficacité dans la connexion entre le testeur et le test, vous allez avoir potentiellement des amalgames ou des risques de faux positifs ou de mauvais tests. L'avantage du bois, généralement, c'est qu'il y a moins cette phase de résidus. Et nous, les pendules qu'on utilise en buis, qui va justement avoir cette capacité de laisser de très 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 faibles résonances vibratoires dans ce que vous testez. Nous, les pendules, moi je l'utilise quasiment au quotidien et c'est à peine si on les nettoie. Oui, parce qu'autrement les autres, il faut les nettoyer. Alors en nettoyage, soit vous avez des pièces qui tiennent l'eau, puis vous mettez dans du papier aluminium, dans du gros sel, dans de l'eau avec du gros sel. Le plus important, c'est après avoir passé la nuit dans l'eau et le gros sel, c'est d'aller au petit matin ou le lendemain, aller rejeter l'eau et le gros sel dans une eau vivante, dans une rivière ou dans la mer, pas dans une eau stagnante comme une mare ou un lac. Parce qu'une eau qui va être inerte va garder la charge, ça fait un poids, comme du Donc plomb. on peut la remettre dans la mer. Oui, l'eau de mer est un des nettoyants les plus forts, même au niveau des ions de l'air. C'est une des plus belles éponges entre guillemets de nettoyage qu'on peut avoir. Donc il faut le faire avec respect, il ne faut pas non plus émettre toutes ces pollutions comme un vilain pollueur, mais dans une démarche, c'est cohérent. Ou dans une démarche de nettoyage. Voilà, avec respect. Et le buis a cette capacité à se charger très peu. Mais après, il faut toujours garder en éveil que l'outil n'est qu'une conséquence, n'est qu'un prolongement du testeur. Donc si vous avez vous-même une hygiène de vie, un équilibre naturel qui fait que vous vous chargez le moins possible, ce qui n'est pas toujours facile, mais vous avez moins de chances de vous tromper. Donc il faut être cohérent. Ce qui est toujours le plus vite. Je voulais revenir sur votre action, en fait, je vais peut-être mal écouter, mais... Non, c'est juste qu'on en a parlé. Ah, c'est ça. C'est quand vous avez des... Au niveau du principe actif, du protocole, on va chercher à donc rééquilibrer les équilibres, soit en excès, soit en carence, qui va nous permettre de remettre les flux vibratoires, on va dire, dans le bon sens. Ce travail va se faire de deux manières. Il y a un aspect manuel, avec un nettoyage, on va dire, magnétique, comme un magnétiseur pourrait faire un travail sur une personne. Ça, c'est une chose, c'est la base. Mais pour que ce travail-là soit pérenne dans le temps, il faut des corrections. Donc, c'est des petites corrections, des petits supports vibratoires. C'est pour ça que je donne le fascicule au niveau des images de ma moto, parce que ça permet d'avoir une petite approche de ce qu'on peut faire avec l'intention. Et ça nous permet en fait de focaliser une fréquence qu'on a prédéfinie sur un lieu de façon précise.
Donc, ces fréquences-là vont travailler avec deux vecteurs. Ces fréquences-là vont travailler d'abord avec le réseau tellurique naturel, dans sa phase positive, puisque toute action du vivant ne peut se faire que dans une cohérence globale, donc il faut être en harmonie avec les énergies de la nature, si on peut dire, vibratoire. Donc il faut que ce soit en cohérence. C'est comme une radio, on va moduler la fréquence pour varier ce qu'on souhaite rechercher. Et dans la deuxième phase, on va travailler ce qu'on appelle la barre atlante, qui est cette petite barre de bois en pomo-marello, en érable, qui va nous permettre, qui va nous permettre d'avoir une résonance vibratoire sur un volume prédéfini. Donc cette barre-là a été faite dans sa constitution par le professeur Chomry et de Bélizal, qui va nous amener en fait au monde de l'Égypte. Dans l'histoire de l'égyptologie moderne, vous avez eu un des grands noms qui est resté, c'est Edward Carter, l'égyptologue, qui a fait notamment l'ouverture du tombeau de Toutankhamon avec la fameuse malédiction. Toutes les personnes qui dérangeront le sommeil du pharaon seront frappées par les âges de la mort. Sur les 17 personnes qui ont franchi le sarcophage à cette date-là, 16 sont mortes dans les 2 ans qui ont suivi, soit d'accident, de dépression, suicide ou autre, que des choses joyeuses. Le seul qui est mort de vieillesse dans son lit chez lui, c'est Edward Carter. Dans sa famille, il a laissé ses affaires, on va dire toute la partie scientifique de recherche, à un petit-neveu, le professeur de Bélizal, qui était français, qui était spécialisé dans les microfréquences dans les années 20-30, 1930, et qui en fait a travaillé pendant 30 ans avec un autre professeur, le professeur Chomry, qu'on a appelé binôme Chomry de Bélizal. Et ils ont donc exploité toutes ces documentations scientifiques que l'égyptologue avait mis 30 ans, 40 ans à fournir. Dans un de ses carnets, l'égyptologue avait marqué « L'anneau m'a protégé de la malédiction ». Donc ça, c'est voilà, tout le fantasme qu'il y a eu autour, mais dans les papiers, il a retrouvé cet anneau. Et sur cet anneau, il y avait une inscription en volume avec un triangle, 3 petites barres, 3 grandes barres, 3 petites, un triangle sur l'anneau. On a appelé ça l'anneau doré. Sur cet anneau doré, en fait, ils ont mis en évidence qu'il y avait des cotes, donc des mesures précises sur le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est un ratio vibratoire. À la fois, j'ai dit 4 fois. Normalement, il dure 1h30 aussi. Vous avez un ratio en fait de... Laissez votre nom si vous voulez, on l'a déjà fait. Le ratio, c'est de 1,618. C'est-à-dire que si votre largeur, elle fait 10, votre longueur, elle va faire 16,18. C'est un ratio d'équilibre qui est présent partout dans la nature, dans les fleurs, dans les animaux. Notre physiologie est basée sur ce ratio-là. C'est un principe universel dans la constitution de la matière. Donc, ils ont développé un ensemble d'outils. Et sur cette bague, en fait, au début, c'est parce que dans les microfréquences, ils ont découvert que quand on portait l'anneau, dans un certain sens, le corps vibratoire des gens se modifiait. Et le professeur de Bélizal a notamment remarqué qu'il avait une amélioration de sa santé quand il portait l'anneau 3-4 semaines. Il avait moins de problèmes de santé, il avait une meilleure vitalité. Donc au-delà du subjectif, il a quand même répété des expériences avec d'autres personnes qui se sont avérées justes à chaque fois. Et donc il a émis l'hypothèse que cet anneau, cette onde de forme, avait la possibilité d'améliorer le potentiel des gens. Ils ont mis quelques temps, mais ils ont développé ce principe actif pour un bâtiment. Et ils ont reproduit ce schéma de la bague sur la barre, avec donc pour le coup une petite variante, parce qu'il y a 2 perforations et une rainure au dos. Vous avez une polarité nord, une polarité sud, donc qui est orientée au nord, dans le bon sens, ça aide, qui va permettre en fait de développer 3 fréquences dans un bâtiment. La première fréquence, ça va être de réguler l'équilibre cosmotellurique qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'ensemble du bâtiment. La deuxième fréquence, ça va être de protéger l'environnement de surface des gens, le voisinage. Si vous avez un cimetière à proximité, si vous avez des gens pas trop agréables à côté, bah, ça vous protège un petit peu de ça. Si vous avez des doutes, ça va rééquilibrer l'ensemble extérieur. Et la troisième fréquence, c'est celle qui va m'intéresser le plus pour moi, c'est la fréquence qui va permettre de monter le taux vibratoire dans une maison et qui va me permettre d'alimenter mes corrections que je mets, tout ça pour ça, qui va me permettre d'alimenter mes corrections que moi je vais adapter dans les maisons selon leur constitution, leur programme. Alors,
Et en fait, ma barre, lorsqu'elle va être au centre, elle va se jumeler comme un jumelage en Bluetooth, en Wi-Fi, en tout ce que vous voulez. Et c'est mon émetteur central qui va me permettre de dynamiser ma maison. C'est pour ça que dans le temps, on a une action qui est pérenne. Les installations qui ont été faites il y a plus de 6 ans, 7 ans, elles sont toujours actives, normalement. Il n'y a pas de rupture qui doit se faire. Sauf si tu bouges l'objet. Alors l'objet, il y a 3 contraintes. Il ne faut pas le déplacer. On peut le modifier s'il y a besoin de changer une pièce ou un meuble ou autre. On le met dans un endroit qui est discret, donc souvent en hauteur, parce que la discrétion évite certaines questions. Parce que selon les gens, les amis, la famille, c'est pas toujours évident de répondre à certaines questions. Puis on veut être tranquille par rapport à ça. Il ne faut pas le déplacer dans son orientation, parce que la barre, c'est un amplificateur. Donc si vous le mettez dans une orientation qui est positive, harmonieuse, comme le nord magnétique à la boussole, vous avez une amplification de bien. Si vous la mettez sur une orientation variable, vous avez la roulette russe, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Si vous la mettez le nord au sud, vous avez un objet qui va vous pourrir la vie et qui va faire l'opposé de l'objectif recherché. Donc normalement, la proportion des erreurs est quand même très très faible. Et il y a le suivi qui est là pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Sur les installations, il y a toujours un repère qui est fait pour pas que les gens se trompent et pas qu'il y ait d'un coup de... si on met des boîtes au-dessus d'un meuble ou quoi, pour pas se tromper, quoi. Voilà, donc ça c'est le mode opératoire. Après, c'est principalement basé sur la science de l'intention et sur la capacité à focaliser. Il y en a qui appellent ça la science, la projection holographique, où en fait on va être capable de charger un objet avec une musique, avec une fréquence, avec une onde, une vibration, ce que vous voulez. Tant qu'elle est adaptée aux besoins et qu'elle est bien faite pour être pérenne dans le temps et s'accorder avec le réseau naturel et les différents émetteurs qu'on a, normalement ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a un suivi dans le temps pour vérifier tout ça. Une fois qu'on a l'objectif souhaité, on ne le lâche pas. Donc voilà. Des questions ? Sur ce, je vais vous remercier. Merci à vous, je vous remercie.